Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, Wivo et Davin reparlent jeux vidéo, avec une œuvre culte et un petit nouveau. Entre souvenirs et malédiction, démarche féline et discrétion, prenez place au coin du feu et tenez-vous prêts. C'est parti pour Edith Finch et Stray. Bonjour, bonsoir, je suis Davin, il est Wivo, et nous voilà de retour après une émission. Désolé, on vous avait dit qu'on partirait pas en vacances, et ben si, on est parti en vacances. Mais nous revoilà, avec une émission en plus jeux vidéo. Monsieur Wivo, est-ce que ça va ? Ça va, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas enregistré. Ah, c'est dingue. On voulait, mais le Dieu Tout-Puissant était contre nous. Hein. Il y a eu plein de moments où on n'a pas pu. C'était complètement dingue. Je sais pas ce qui se passe, ouais. En fait, en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'on est parti en vacances. Donc toi, t'avais 15 jours, moi j'avais une semaine. Et donc, la semaine que j'avais, on était ensemble en plus. On s'est dit, ce serait cool d'enregistrer une émission ensemble, quoi. Et en fait, à chaque fois que la soirée se prêtait à un enregistrement, il nous est arrivé des couilles. Donc on vous racontera sûrement plus tard. Là, on peut pas, vous comprendrez pourquoi plus tard. Mais il nous est arrivé des couilles et ça fait qu'on n'a pas pu enregistrer l'émission du 15 septembre. Donc en 3 ans et 2 mois d'émission, c'est la deuxième émission qu'on loupe, quoi. Oui, c'est vrai. Une fois, j'étais dépité. On avait réédité une vieille émission une fois, je crois. Je sais plus si on avait ouais, c'est vrai. La dernière fois qu'on avait loupé une émission, on avait fait une rediff de l'émission Interstellar. Ça, ouais. Voilà. Oui, voilà. Là, en fait, on n'était pas chez nous, du coup, on était vraiment en pleine nature en plus, donc là, on pouvait même pas rééditer un truc ou quoi. C'est vrai qu'on aurait pu mettre un replay, on aurait pu le prévoir peut-être, mais... Ouais, bon. On voulait pas... Désolé. Vous faire une rediff, ouais, on veut vous mettre de l'inédit, ça va. Bon, après, il y en a qui s'arrêtent. Donc on n'a rien mis, comme ça, on n'a rien mis du tout. Enfin, si vous nous suivez sur YouTube, donc j'invite les gens qui nous écoutent que en podcast audio, d'aller voir dans la description, il y a notre chaîne YouTube, il y a tous les liens, tout ça. Parce que du coup, en fait, j'avais quand même sorti un petit fait divers. C'était une version mini au coin du feu. Hein. C'était une ancienne histoire que j'avais racontée dans un horror show. Que en fait, j'ai ressorti là sur YouTube en version, tu sais, j'ai mis des petites images, tout ça. Et puis, donc voilà, c'est un fait divers. Donc je sais que vous aimez ça généralement. Donc voilà. Ouais. Allez regarder ça et puis dites-nous ce que vous en pensez. Donc c'est un petit bonus. Il y en a qui se sont inquiétés, j'ai vu, qui se sont dit mince. Les faits divers, on préfère quand c'est des grosses émissions où on débat, etc. Et donc pour rassurer, c'était juste un petit bonus ça. Du coup, c'est tombé pile poil au moment où on n'allait pas sortir d'émission. Donc il y en a beaucoup qui ont cru que c'était les nouveaux faits divers. Maintenant, c'était un format plus court ou quoi. Mais non. Ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, un fait divers est en préparation. D'ici 2 mois peut-être, ça devrait sortir, voilà. Oh, c'est trop long. Petit teasing. Désabonnez-vous. C'est trop long, désabonnez-vous. C'est trop long. Bref, donc aujourd'hui, on est là pour parler jeux vidéo. Ça fait du bien parce que ça fait longtemps. Et oui. Et alors aussi, il faut le dire aussi, mais c'est une émission en fait qu'on a déjà enregistrée. C'est pour vous dire à quel point on est... Eh oui, on est maudit. On est maudit. C'est maudit. On avait enregistré, je crois qu'on en a parlé de toute façon dans la dernière émission. On avait expliqué qu'on avait eu un souci. Mais bref, on va le rappeler à ceux qui écoutent cette émission. En gros, on a enregistré pendant 30 minutes l'émission d'aujourd'hui, sur le sujet d'aujourd'hui. Sauf qu'au bout de 30 minutes, toi, ton iPad a bugué et ça a sauvegardé toute la piste audio. Horrible. Quand t'enregistres pendant 30 minutes et que tout est supprimé, mais comme ça, juste... petit claquement de doigts. Ouais, elle a carrément supprimé d'un pet. C'est clair. En plus, c'était... Ouais. Donc, Davin continue à parler, à faire son dialogue, et moi, j'étais paralysé devant l'écran, en voyant que l'audio avait disparu. J'étais là, ça n'enregistre plus, là. Apparemment, c'est mort. Mais ouais, parce qu'encore, ça n'enregistre plus, c'est pas grave, on peut couper et reprendre, mais là, c'est carrément, ça l'a supprimé, quoi. Donc, c'était... c'était très frustrant. Hein. Voilà, ça c'était une péripétie après de podcasts qui ont échoué. Ouais, non, mais cette émission est maudite, je vous le dis. Ça se trouve, l'émission d'aujourd'hui ne sortira jamais parce que, encore une fois, ça va bugger.
Je ne sais pas ce qui va se On va passer, voir. mais ouais. D'ailleurs, je te demande juste un truc, parce que j'ai un doute maintenant qu'on en parle à cause des bugs. Oui. Quand on enregistre là, est-ce que toi tu vois la piste audio en train de se créer en même temps? Ouais. Se là, créer elle est en en même train de temps. se créer. Ah non, non, non. Bah, est-ce je la que vois- tu Non, je la vois pas se juste créer. le timer et Voilà. Ouais, C'est ça, je vois le timer et je vois que je vois que le micro Tu vois que capte ça ma voix. avance. Voilà. Et Ça tu vois que avance. ça avance, mais tu vois pas une piste audio qui se crée sur la, Non, la du bande. tout. Du tout. Ok, ouf. J'ai eu peur, j'ai eu le doute en fait. Je suis en train de me dire, ça se trouve, c'est 5 minutes qu'on parle et il se passe rien encore. Je sais quoi cette émission du démon Ça fait trop quoi, longtemps. c'est- Ça fait trop longtemps qu'on se rappelle C'est même ça, plus de c'est notre ça. application. C'est clair. On sait plus comment ça va. Aïe 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 aïe. Ah mais c'est ça. C'est pour Ah, mais ça non, qu'il mais faut non. pratiquer très souvent. J'ai pas parce appuyé. que... Quoi J'ai pas appuyé. Ah, pff. Non, c'était une petite blague. C'était une petite blague. C'était une petite blague. Ah, t'as quelle horreur. Bon allez, commençons cette émission parce qu'on va vous parler donc de jeux vidéo, de 2 jeux vidéo. Mais non. Ah si. Qui débarque ici. Donc pourquoi Ouais, c'est 2 jeux vidéo? Tout simplement parce qu'en fait cet été est sorti le jeu vidéo Stray, qui est édité par Annapurna Interactive. Mhm. C'est un éditeur de jeux vidéo et donc les développeurs, eux, c'est Blue 12 Studio. Et cet éditeur, en fait, n'est pas un inconnu pour moi parce que un de mes jeux vraiment cultes, et ben c'est le même éditeur. C'est Giant Sparrow les développeurs, mais c'est Annapurna Interactive l'éditeur. Donc en gros celui qui finance et qui s'occupe de la com, tout ça. Et ce jeu, c'est Edith Finch. What Remains of Edith Finch, c'est vraiment un jeu que ça faisait longtemps que je voulais en parler, mais comme c'est un petit jeu, bah, je m'étais dit en faire une émission entière sur celui-là, c'est peut-être un peu juste. Donc on attendait qu'il y ait un autre petit jeu qui sorte. Et là, bah, c'était l'occasion parfaite. Vu que c'est le même éditeur, bah, on va vous parler de ces 2 jeux qui nous ont beaucoup plu. Oui. Et, C'est vrai. et Je donc confirme. voilà. Donc moi je pensais commencer par Edith Finch comme c'est le plus vieux et puis après on passera à Stray tranquillement, c'est celui qui vient de sortir cet été, qui a fait pas mal le buzz parce que bah, on incarne un petit chat, donc les images sur internet ont pullulé. Il y avait des petits chats partout. Mais bref, on en reparlera un petit peu tout à l'heure. Les petits chats, ça marche toujours. Ça marche toujours. Ah ça, c'est la recette C'est la recette. sur internet. Ça me rappelle trop l'internet de l'époque, tu sais, où vraiment Oui. YouTube c'était rempli de vidéos de chats, quoi. C'était uniquement ça. Bref. Oh. D'ailleurs, YouTube, peut-être qu'on en parlera très bientôt. Voilà. Et oui. Mais donc, commençons, j'ai envie de dire, avec What Remains of Edith Finch. Donc, c'est un jeu qui est sorti initialement. Je ne vois pas la date de sortie, c'est insupportable. Pourquoi Ah bah il y a tu vois, pas ça la date commence. de sortie La malédiction Sur- commence. Là, je suis sur Google. Généralement, il y a toujours Voilà, j'ai voulu faire ça en live. Donc, il est sorti. Ouais. C'est dingue. Je suis carrément sur le Wikipédia. Il y a absolument aucune date de sortie. Je pense qu'il se rappelle pas. Hein. C'est terrible. C'est vraiment la pire émission de l'année. What Remains of Edith Finch. Je n'ai pas de date. C'est ouf. Attends, je vais carrément mettre sortie quoi derrière. Putain. C'est trop bizarre. Ouais, c'est clair. Qui est un très bon jeu, clairement. pour ceux qui ne connaissent pas. Hein, Voilà. on ne sait pas quand il est sorti, mais Bon. c'est un très bon jeu à faire. Ah, t'as trouvé. C'est ça. Donc, What Remains of Edith Finch. Donc, c'est un jeu qui est sorti à l'époque sur PS4 et PC en 2016, qui est sorti un an plus tard sur Xbox One. Ça date Et totalement. assez récemment, il est sorti aussi sur Switch maintenant. Donc, il est vraiment dispo un peu partout, ce jeu. Ok. Et alors, j'ai pleuré tout à l'heure. Parce que Ah. du coup, donc j'y ai joué il y a un peu plus d'un mois. C'était fin août que j'y ai joué, pour l'émission, pour l'enregistrement de l'émission. Et tu te rappelles, je t'avais dit que c'est un jeu PS4 et je t'avais dit que bon, je voyais un peu le jeu avait un petit peu vieilli. Maintenant que je me suis un peu habitué à la 4K, tout ça, c'est toujours pareil. Hein, tes yeux, ils ont du mal à revenir en arrière. Toi, quand t'es habitué à la 4K, voilà. Et je t'avais dit, je sais pas si tu t'en souviens, que techniquement, surtout quand on était à l'extérieur, tout ça, je trouvais le jeu, il avait un peu perdu de sa grandeur, on va dire, en termes de graphisme. Ouais. Mais une fois qu'on était dans la maison, là, ça passait largement. Sauf que tout à l'heure, du coup, j'ai voulu relancer le jeu pour me faire une petite partie avant de réenregistrer l'émission, tu sais, pour me remettre un peu dedans et tout. Ouais. Et j'ai vu qu'il y avait une version PS5 de disponible. Et j'ai Non. regardé la version PS5 est sortie début septembre.
c'est vraiment l'émission maudite, les mecs. Et du coup, c'est pour ça que j'y ai rejoué. Tout à l'heure, je t'ai envoyé une photo que j'étais en train de jouer, parce que du coup, j'ai rejoué une bonne demi-heure à peu près pour me rendre compte un peu des changements, et je suis vraiment dégoûté. J'aurais voulu refaire le jeu entièrement comme ça. Parce que du coup, on a la 60 FPS, donc c'est quand même super agréable, mais surtout, on a la 4K. Et là, pour moi, ça a tout changé. La forêt du début du jeu, vraiment, moi, il y avait un côté très plastoc, des feuilles, etc. Ça donnait vraiment pas super bien. Et là, en 4K, bah, c'était juste somptueux. Et j'ai même, alors je sais pas trop ce qu'ils ont rajouté, mais j'ai même eu l'impression qu'ils ont rajouté quand même du volume dans les feuilles, qu'il y avait plus de feuilles, qu'il y avait plus de relief, comme les textures sont affinées, voilà. Donc là, j'ai fait, ah non, mais là, le jeu est magnifique. Faudra que tu me fasses tester. Je serai obligé maintenant. Mais moi, ça, parce que pour le coup, ça allait, ouais. Moi, graphiquement, j'ai trouvé. Oui, parce que toi, oui, mais toi, tu t'es pas habitué à la 4K, t'as pas une télé 4K. Tout à fait. Déjà, oui, tout à fait. Il y avait c'est toujours pareil, c'est dès que tu passes un step, et ben après c'est dur de revenir en arrière. Oui, mais toi, comme t'as pas passé le step, bon bah finalement, voilà. Oui, quoi, donc ça reste on le voit de toute façon. Ta télé est plus petite, quoi. Donc, ouais, déjà, voilà. Puis de toute façon, on le voit avec l'évolution des jeux vidéo, quoi. Genre Super Mario 64, moi à l'époque, je le trouvais extrêmement joli. Alors que maintenant, ça pique aux yeux, quoi. On en avait déjà parlé dans d'autres émissions. Mais bon, après Mario 64 c'est pas le pire hein, avec le côté dessin animé, mais tu regardes les jeux de PlayStation 1 à l'époque, c'est ça, oui, voilà. Limite injouable à cause de ça, hein. Même sans remonter PS1, tu reviens en PS3 déjà, c'est l'arrivée de la déjà, HD, oui. mais déjà sur PS3 ça pique un peu quand même, hein. Au niveau des animations, tout ça, bref. Donc voilà, donc le jeu est sorti, il y a eu la mise à jour sur Xbox One, sur Xbox Series X et S, mais aussi sur PS5, donc début septembre. Donc là vraiment, en plus la mise à jour est gratuite hein, pour ceux qui ont déjà le jeu. Donc n'hésitez pas à vous le refaire ou alors à l'acheter, parce que je crois qu'il est pas très cher, il doit être à une vingtaine d'euros. Par contre, faut le dire, c'est un jeu qui est très court, qui dure à peu près 2h30. 2h30, 3h si vraiment vous voulez tout fouiller, tout ça. Mais concrètement, moi, c'est un des jeux qui m'a le plus marqué de ma vie de joueur. Donc c'est 2h30, c'est toujours pareil, tu sais, il y a toujours le débat sur les prix des jeux. Bon, déjà 20 euros, maintenant ça va, je me rappelle plus à combien il coûtait quand il est sorti à l'époque. Mais voilà, moi, c'est vrai qu'il y a quand un jeu réussit à me marquer à ce point-là, finalement, le prix reste anecdotique, on va dire, quoi. Ah oui, bah surtout si c'était 20, enfin là, actuellement 20 euros... Honnêtement, ça vaut largement le coup. C'est le prix d'un bon Blu-ray. Hein. Tu regardes, si tu compares à un DVD. Oui, exactement. Enfin, un film. Donc, non, ça passe largement, quoi. Parce que pour le coup. Oui, non, ça va totalement. Il vous fera voyager le jeu. Si vous connaissez pas, clairement. C'est ça. Parce que, donc, sans spoiler, pour donner notre avis un peu, est-ce que tu as envie de commencer ou je commence ? Bah, pourquoi pas. Vas-y, je me lance. Vas-y. Parce que moi, ça... Bah déjà, tu me l'avais... Je me rappelle, à l'époque, tu me l'avais fait jouer. Donc ça date maintenant, évidemment. Ça remonte. Voilà, c'était sûrement en 2016. C'est ça, 2016-2017, par là, ouais. Ouais. Et alors déjà, il y avait certaines scènes qui me sont restées, en fait. Qui sont restées cultissimes. Pour dire à quel point le jeu, il m'a marqué, quoi. Et je m'en suis toujours souvenu. Et tu vois, jusqu'à ce qu'on reparle d'Edith Finch par rapport à l'émission et tout, etc. Je me rappelais plus que c'était dans Edith Finch. Ces fameuses scènes qu'on reparlera tout à l'heure en partie spoil. Et je me rappelais pas. Je savais que c'était un jeu un peu comme ça, un peu indé, enfin un jeu, pas un gros jeu. Mais tu vois, je savais plus que c'était Edith Finch. Et là, du coup, en y rejoignant là récemment, j'ai fait mais oui. J'attendais cette scène en fait. Enfin ces scènes parce qu'il y en a plusieurs quand même. Et j'ai fait, mais oui, et puis il est tellement bien. Et ce qui m'a surpris là quand j'y ai rejoué, c'est que moi pour le coup, du coup, graphiquement, j'ai trouvé que c'était plutôt joli, à part certains moments où là tu vois que ça vieillit. Mais sinon le début et tout, ça m'a pas rebuté. Donc déjà j'étais content par rapport à ça. Et puis même le fait que ce soit une narration tout le long qui te porte un peu de façon poétique ce jeu, je fais, c'est parfait, c'est magique. Après, là, sans spoiler, c'est difficile d'en parler davantage. Mais, comme tu disais en off, on en avait parlé, ça serait un jeu intéressant à montrer à quelqu'un qui n'a pas l'habitude de jouer. C'est vrai que moi, j'aurais pu le faire. Et ça fait partie de ces jeux quelqu'un qui est même à plusieurs en fait, dans la même pièce, même si c'est un joueur, hein,
les autres peuvent largement participer en fait à ce qu'ils voient, et ça c'est intéressant, je trouve. Ou même ce tu genre de jeu peux, qui se je pense, regarde. passer la manette à quelqu'un qui n'a pas joué, qui ne joue pas beaucoup, parce que le gameplay reste relativement basique, assez Ouais, lent. c'est vrai. Donc voilà. Bah, c'est Puis, un des intérêts, je trouve, simulator. de jeu. Ouais, c'est ça, c'est un Ouais. walking simulator, c'est-à-dire que oui, tu marches, mais du coup, là où il y a la force un peu de ce jeu, c'est qu'en fait, sans trop spoiler, c'est un peu le pitch de départ, c'est que tu vas revivre des souvenirs, et dans ces souvenirs, à chaque fois, en fait, il y a une proposition de gameplay différente. Et du coup, moi, je trouve, pour quelqu'un, tu vois, qui joue pas beaucoup aux jeux vidéo, ça peut lui permettre de comprendre un peu l'interaction que tu peux avoir avec un jeu vidéo, et puis de tester plusieurs formes de gameplay, tout simplement. Et donc, voilà, je pense que c'est tout en vraiment un comprenant jeu la qui peut être force, sympa. et tout en comprenant la force d'un jeu vidéo qui fait que t'auras en fait cette harmonie parfaite entre le gameplay et ce que t'as à l'écran. Ce qui est impossible, évidemment. Oui, non, c'est même, vivre avec un jeu même vidéo. autre chose. Ouais, c'est ça. C'est qu'Edith Finch, moi, ce que j'adore, c'est que c'est un jeu vidéo qui utilise le média jeu vidéo pour raconter son histoire. Et en fait, c'est une histoire que tu pourrais pas raconter sans le jeu vidéo. C'est ça qui est génial. Enfin, tu pourrais le raconter, mais ça perdrait totalement en intérêt. Là, il y a des choses que le gameplay te pousse à faire qui te racontent quelque chose. Comme c'est toi qui agis, et tu te rends compte que ça agit sur toi-même. Et bref, on en reparlera plus en détail. Mais voilà, ça fait partie de ces jeux qui ne pourraient pas être racontés par un autre média. Et ça, c'est vrai que c'est fort. Donc c'est vrai que quelqu'un qui connaît pas trop les jeux vidéo, là au moins, il pourrait peut-être comprendre à quel point le jeu vidéo peut être très très fort. Ouais, c'est vrai. Et même musicalement, les musiques sont vraiment très jolies d'ailleurs. C'est clair. Je pense qu'il y a des musiques. Il y a beaucoup de musiques. C'est pas des créations originales. C'est des musiques un peu classiques. Je sais que par exemple, le thème d'intro, c'est de l'orgue. Alors je me rappelle plus le thème, j'arriverai pas à vous le chanter, mais c'est de l'orgue, c'est une musique assez connue. Pareil, il y a des souvenirs où il y a des musiques, c'est de l'opéra, c'est des trucs comme ça. Donc je pense que c'est des morceaux un peu qui sont dans le domaine public, tu vois. Ouais. Mais après voilà, et pareil, je trouve qu'il y a une ambiance dans ce jeu qui est très mélancolique, très triste, voilà, mais il y a vraiment une ambiance quoi. Moi la première fois que j'y avais joué, je trouvais qu'il y avait un côté effrayant. Parce que tu vas vers une bâtisse, bon c'est le début donc ça va pas trop spoiler, mais tu vas vers une bâtisse. Oui, tu sais pas où tu vas explorer. En plus, Et je trouve que c'est plutôt effrayant. D'ailleurs, c'est un bon jeu d'Halloween dans l'ambiance. C'est pas du tout. Oui, c'est sûr. Enfin, si, il y a quand même certains trucs qui sont un peu effrayants. C'est pas du Resident Evil. Tu vas pas avoir des sursauts, quoi. Mais il y a un petit mélange d'émotions où parfois il joue sur la peur. Je pense à certaines scènes particulières. Et je trouve que c'est un bon jeu à jouer pour Halloween, je trouve quand même. Même pourquoi si pas. Après. C'est pas c'est pas le but du jeu, hein, clairement. Voilà, c'est plus un jeu, je dirais, poétique et mystérieux. Je dirais parce que voilà, l'histoire de base, c'est qu'on incarne du coup Edith Finch. Donc c'est la dernière, on va dire, survivante de toute sa famille, et elle retourne en fait à la maison familiale qui est maintenant abandonnée pour découvrir un peu tous les secrets de sa famille, parce qu'elle sait qu'elle vivait dans une maison quand elle était plus petite où il y avait plein de portes qui étaient fermées, et elle s'est toujours demandé ce qu'il y avait derrière ces portes, et là maintenant que la maison est abandonnée, elle s'était dit tiens, je vais y retourner et puis je vais essayer de découvrir les secrets de notre famille quoi, en gros. Et voilà. Et du coup on va revivre, en visitant les pièces, on va revivre les souvenirs de plein de membres de la famille, et plus particulièrement le moment de leur mort. Voilà. Ah oui. Oh, c'est maudit là. C'est pour ça que c'est maudit l'émission. C'est à cause de ce jeu. C'est ça. On est maudit. Quand tu joues à ce jeu, t'es maudit. T'es maudit. Alors préparez-vous. Vous êtes avertis. Ça vaut le coup. C'est ça. Donc l'émission Spoil va débuter. Donc ceux qui n'ont pas fait le jeu, vraiment, on vous le conseille à 100%, parce que vraiment c'est un jeu culte, c'est un jeu qui va vous marquer. Il est assez court, vous pouvez vous le faire tranquillement une soirée. Au lieu de regarder un film, vous faites Edith Finch. Oui. Voilà. Donc allez-y et puis retournez nous écouter. Et puis pour ceux qui ont déjà fait le jeu, c'est parti. Pour le spoil. C'est parti. Spoil. Donc pour démarrer, on va pas parler de toutes les morts, etc. Mais ce serait intéressant, je pense, de parler de celles qui nous ont le plus marqué, qui nous ont le plus plu. Et puis on peut y aller chacun notre tour. Toi, on fait
tac, tac, un match de tennis, tu vois, on s'envoie des souvenirs. Ouais, ça c'est bon, c'est la pâte au coin du feu. Ça. Vas-y. Vas-y, je te laisse commencer avec ton souvenir, le premier que tu as envie de parler. Ok. J'ai pas parlé parce que il faut garder un petit suspense. Je vous ai parlé d'une scène qui m'avait marqué terriblement là, quand on parlait en non-spoil. Et c'est pas de ça que je vais parler maintenant. Et non, je l'attends un petit peu. Je sais pas encore. Je vais parler justement de ce qui fait un petit peu penser à Halloween. C'est de Barbara. Barbara. La star. L'enfant star. Ouais, l'enfant star. J'ai adoré Barbara. Ouais. Ce mélange en fait entre bande dessinée, parce que voilà, c'est ça qui est assez fort dans Edith Finch, c'est qu'en fait t'as l'impression que tu vas visiter aussi tous les types de médias. Je sais pas, en fonction des personnages, t'as la photographie, t'as un hommage à la photographie, un hommage au dessin, un hommage à la peinture, un hommage à chaque fois j'ai trouvé que c'était assez je m'en rappelais pas en fait que c'était comme ça. Je trouve qu'il y a un hommage à beaucoup d'art lié à l'audiovisuel. Et là, la BD avec Barbara, j'ai surkiffé. Parce que le début, c'est vraiment comics, une BD. Ouais, voilà, tout à fait, ouais. Où c'est un peu d'ailleurs dans le style Halloween, parce que c'est un peu, un peu horrifique, parce que c'est. Ah oui, c'est clair. Mais il y a même, c'est vraiment le petit moment où il y a des phases de petites tensions. C'est très, très gentil. Hein. Vous pouvez même y jouer avec vos enfants, je pense. Même si c'est pas un jeu qui va beaucoup parler à vos enfants, c'est peut-être un peu glauque pour des enfants globalement. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai pas mais limite, ce petit passage d'Halloween peut être marrant juste à jouer comme ça, tu vois, à la limite. Ouais, parce que il y a quelque chose avec le style comics et après, du coup, tu pars dans un style FPS et qui me fait penser à un jeu. Il y a un jeu FPS comme ça qui est très, tu sais, qui a une patte graphique un peu comics. J'ai plus le nom. Mais c'est pas XV c'est ça. 3 ou un truc comme ça. Ouais, voilà, c'est ça. Je l'avais fait à l'époque, mais il est ressorti en remake, celui-là. Enfin, en remasterisé. Il y a pas si longtemps, mais je crois qu'il a pas eu très bonne réputation. Je sais pas s'il n'y a pas eu des bugs ou quoi. Mais à l'époque, moi, ce jeu, je l'avais fait, mais il y a tellement longtemps, ça remonte. Hein. Il était bien, je l'avais fait à l'époque. Moi, je connais juste. Plutôt bon souvenir, mais c'est. Ouais. Ok, parce que moi, ça m'a fait penser à ça. Tellement loin que je sais plus. Ouais. Ok. Et ouais, du coup, en fait, ce mélange après, quand t'es toujours dans la BD, mais sous forme FPS, où il faut en fait t'immerger dans la bande dessinée, j'ai trouvé ça excellentissime. Je trouve qu'en plus, c'est un peu, je trouve, ce que je ressens parfois par rapport aux jeux vidéo. Quand tu joues à un jeu vidéo, t'as l'impression que tu peux, je sais pas, contrairement à un film, en fait, tu peux aller explorer, comme là, justement dans Edith Finch, tu peux aller tout explorer. Tu peux aller vraiment dans les profondeurs en fait de l'œuvre qu'on te donne. Et là, en fait, je trouve que ça montre un petit peu ça. Avec quand tu rentres dans la bande dessinée et du coup tu peux te balader dans la baraque et tout. Enfin, t'es plus en train de fuir le tueur qu'autre chose. Et je trouve que c'est il y a un côté un peu profond et en même temps il y a un côté un peu kiffant. Moi, j'ai adoré ce moment-là. Mais après, Barbara, c'est assez horrible quand même ce qui se passe parce que du coup, on ne sait pas ce qu'elle devient. À part qu'elle a été tuée supposée par des monstres, je trouve que son histoire, elle est assez atroce dans le fond. C'est présenté sous forme humoristique, mais... bien sûr, mais de toute façon, toutes les histoires sont un peu comme ça. Toutes les histoires, je trouve, il y a une part d'interprétation où on ne sait pas exactement comment il meurt. Enfin, il y en a quand même mais globalement, c'est tout le temps des souvenirs imagés. Où tu as quand même une petite interprétation. Après, elle, globalement, ce qui lui arrive, c'est que elle se fait tuer par ses anciens fans, on va dire. Quoi. Ouais, c'est ça. Les fans un peu trop... Oui, parce que... Mais pareil, il y avait de l'interprétation. Ouais, mais il y avait l'interprétation aussi de dire que est-ce qu'elle s'est pas suicidée parce qu'elle était... elle vivait mal le fait de ne plus être célèbre. Et peut-être que toi, il y a toute une image dans le sens où ces fans qui l'adorent finalement et qui disparaissent, ça deviennent les monstres de sa dépression qui vont finir par la tuer. Tu vois, il y a peut-être tout un délire aussi un peu imagé comme ça qui peut être assez cool. Ok. Voilà. C'est tout pour moi. Moi, j'arrête l'émission. C'est tout pour moi. J'arrête C'était la seule scène. Non, moi je parlerai de la toute première scène, celle de Molly,
Ok. La petite fille, du coup, qui là, je viens de la rejouer en plus, comme j'ai refait le début. Justement, je voulais voir si techniquement, parce que justement, il y avait un passage où t'incarnes une chouette, et là, Ouais. techniquement, c'était vraiment la C'était pas ramasse. très- Et là, bah, justement, c'est pour ça que j'ai l'impression qu'au-delà des textures, j'ai l'impression, parce que là, je faisais gaffe aux arbres. Déjà, il y a moins de popping, parce que je me rappelle qu'on voyait les arbres popper, c'est assez proche de la chouette. Là, il y en avait Ouais. beaucoup moins. Donc, vraiment, la version PS5 ou Xbox Series X, etc. J'imagine que ça va être la même chose. Bah, j'ai l'impression qu'ils ont quand même taffé la version, quoi. C'est vraiment une version plus, quoi. Donc j'ai vraiment apprécié. Et du coup, cette histoire, pareil, je la trouve mais tellement triste déjà parce que tu incarnes vraiment une petite fille. Et c'est vrai que donc c'est une petite fille qui doit aller se coucher sans manger, ou alors elle avait encore faim en allant se coucher, je sais plus exactement. Et du coup, elle va se mettre à manger un peu n'importe quoi dans sa chambre. Et d'un coup, en fait, elle voit une hirondelle sur le bord de sa fenêtre et elle décide d'aller la manger, en fait, tout simplement. Sauf qu'en sautant par la fenêtre, bah, elle se transforme en chat. Et là, on part dans un délire. Alors déjà, c'est surprenant parce que c'est la première fois que tu changes de gameplay. Et en plus, Préquel de t'incarnes un chat. Préquel. Ah, pas bête. Et du coup, voilà, ça devient très bizarre parce que du chat, tu te transformes en un requin qui dévale la montagne. C'est vrai. Enfin non, avant en chouette, où tu chasses des lapins, puis après requin, puis après une créature bizarre. Enfin, c'est vraiment étonnant, c'est surprenant. Tu te demandes qu'est-ce qu'on est en train de te raconter, et justement à la fin, tu te rends compte. Et donc là, je trouve qu'il y a vraiment une double interprétation, moi, pour cette histoire, parce que la première fois que j'y ai joué, je l'ai vraiment vue comme une enfant malade, où sa maladie finit par la dévorer, en fait. Et que quand elle disait qu'elle avait envie de tout manger, etc., en fait, elle parlait à la place de sa maladie. Et sa maladie est en train de la grignoter de l'intérieur, tu vois. Ok. Et du coup, moi, c'était vraiment l'interprétation que j'en ai. Et c'est vrai que là, en refaisant le jeu en août, j'ai plus de doutes. Alors, ça peut être ça, mais j'ai l'impression aussi le fait qu'elle mange n'importe quoi juste avant d'aller se coucher. Est-ce qu'elle ne serait pas fait une intoxication alimentaire, tu vois, et puis qu'elle commence à avoir peut-être des visions, tout ça, et qu'elle meurt en fait empoisonnée dans son lit. Ouais, c'est ce que je me suis dit moi là quand j'y ai rejoué, ouais. Ouais. Je partais plus sur ce. Je me rappelle pas la première fois. Moi, la première fois, c'était vraiment ça, une maladie, parce que tu sais, le sort de serpent que tu incarnes à la fin, qui dit j'ai envie de te manger et tout. C'est vrai que j'avais. Mais oui, ça peut être juste le poison qui la dévore de l'intérieur. Ouais, après, comme si c'était une forme d'hallucination, parce que tu retournes en fait dans son lit. Ouais. Ouais, je pense que c'est ça. C'est vrai que c'est très. Moi, je me rappelle, mais la première fois, j'avais été un peu troublé, tu sais. Je trouvais que déjà que Tu t'attends pas à ça. Non, pas du tout. C'est what the fuck, machin. Sur le coup, je me rappelle. Mais ouais, je pense qu'il y a de ça, parce que c'est vrai qu'au tout début, en plus, elle appelle sa mère, et sa mère, je sais plus ce qu'elle dit, qu'elle est occupée ou je sais pas quoi. Et non, elle dit va te coucher, il est l'heure de dormir, quoi, en gros, lui. C'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. C'est vrai que tu commences bien. Avec Molly, c'est pas un des moments qui m'a le plus marqué, tu vois. Et encore. Ah ouais, parce non. que moi, vraiment, comme c'est le début, comme c'est la première en plus, moi je me rappelle de la surprise que j'avais eue la première fois que j'ai joué, où je m'attendais pas du tout déjà que ça parte comme ça. Et en plus, que quand il te laisse et qu'on retrouve le personnage d'Edith Finch donc dans la chambre de la petite Molly, où elle pose le livre qu'elle était en train de lire, et tu fais ah d'accord. Ok, on est sur ce genre de délire bien sombre. Non, mais c'est vrai, ouais. Ouais. Je crois que ça m'avait. Je pense que c'était cette première scène m'avait marqué, mais pas bouleversé. À la différence d'autres scènes. Oui, bouleversé. Voilà, après, c'est ça. Oui. Oui. Non, voilà. Le mec, il veut pleurer carrément sur sa manette, sinon c'est de la merde. Sinon c'est de la merde. Je veux du bouleversement. Ce que vas-y à toi. ont réussi. Ah bah voilà. Ce que d'autres ont réussi. Et donc, celui que je vais parler. Alors, attendez, parce que je l'ai écrit sur mon téléphone, mais il faut que je le rallume. C'est juste devant moi. C'est bon, je l'ai. Donc, c'est pas encore la fameuse scène. Je garde du suspense, ça se trouve tu vas la dire avant moi et tout sera gâché. Tout sera gâché. Non, alors là, le truc que j'ai... qui m'a marqué, là, en fait ça m'a marqué là, quand j'y ai rejoué. J'ai fait, ah ouais, on est dans ce genre de dramaturgie. C'est, je crois que c'est Sam. Donc Sam, c'est le père, et on joue
On joue à la place de l'appareil photo, nous. On est l'appareil photo. Et une fois, c'est la fille, et une fois, c'est le père. Tu vois, là, avec SNC. Et où ils vont chasser, en fait. Ils vont chasser. Oui, bien sûr. Et je trouve que cette scène, enfin, toute cette séquence, elle est mortelle. Déjà, d'être à la place de l'appareil photo. Encore une fois, je trouve que c'est encore un hommage au côté un peu audiovisuel. Je trouve que c'est assez intéressant d'être à la place de l'appareil photo. En termes de gameplay, c'est pas compliqué du tout. C'est juste sympa. Des fois, t'es comme en plan séquence. Des fois, t'es juste posté. T'as juste un décor de fond comme ça. Donc, c'est plutôt sympathique. Mais surtout, en fait, c'est la scène finale. Ça m'a choqué, en fait. Je me rappelais pas du tout. La scène finale, au moment... déjà, la gamine, en fait, tu vois très bien qu'elle a pas envie de tuer le cerf. Je crois que c'est un cerf. Elle a pas envie. Et son père, lui, veut lui apprendre la chasse, l'importance, en fait, de savoir chasser. Donc, tu vois qu'il est... en plus, il le fait avec bienveillance et tout. Donc, il veut l'éduquer à sa manière. Bref, c'est très sympa de sa part, mais elle veut pas. Au bout du compte, elle tire sur le cerf, et du coup, on arrive en fait sur une des dernières séquences où le père pose l'appareil photo, je crois qu'il met le retardateur, et on voit du coup la fille à côté du cerf qui est en train de pleurer presque. Et le père tout content, il arrive, il se met à côté de sa fille, et là le cerf, en fait, il était encore en vie. En plus, sa fille l'a averti. Et donc, tu vois le cerf qui est d'un gros coup de corne au père. Et la dernière photo, en fait, c'est le père qu'on voit tomber dans le vide. Et cette scène, elle m'a choqué. J'ai fait devant l'écran, j'ai fait mais non, je m'attendais pas du tout à ça. Surtout, ça peut tellement être réaliste en plus ce genre d'accident tout con de la vie. La photo a marqué ce moment horrible. Donc pour la fille, voilà l'horreur. Parce qu'elle voit son père tomber. Donc je sais pas, tu vois, je parle des trucs qui m'ont bouleversé. Cette scène-là, du coup, de moi, m'a choqué. Je me rappelais pas. Je me rappelais pas du tout cette scène. Moi, c'est dommage parce que c'est vrai que j'adore le refaire. J'ai beaucoup apprécié. Mais je me rappelle, à l'époque, c'était le seul souvenir que j'avais pas aimé du jeu. Voilà. Et pourquoi ? Je trouve que le jeu en fait est ultra fluide dans ce qu'il raconte, le rythme est très bon. Et là, c'est le seul, en fait, j'étais bloqué. Je savais pas ce qu'il fallait parce que tu sais, pour avancer chaque scène, il faut photographier. Je sais même plus quoi exactement. Enfin, oui. Et du coup, je passais mon temps à chercher. Je prenais 30 000 photos, mais il y avait rien qui voulait faire avancer la scène. Ah oui, ça t'a je me rappelle, ça m'avait un peu. Ouais, voilà, j'étais là, c'est quoi en fait que je dois cliquer sur un truc précis, mais je sais pas quoi. En plus, c'est que tu peux zoomer. Donc, je crois que c'était ça. À un moment, il fallait photographier des oiseaux, sauf qu'ils étaient sur une branche, genre en bas à gauche. Et je les prenais, mais de loin. Mais en fait, il fallait zoomer. Enfin, et j'avoue que ça m'a cassé le rythme. Et du coup, la première fois que j'avais joué, j'avais pas apprécié cette histoire. J'ai fait, ouais, non, celle-là. Et du coup, j'étais passé un peu à côté. C'est en y rejoignant que justement, j'ai beaucoup aimé la surprise, que je crois que je m'en rappelais plus en plus. Tellement je l'avais pas aimé la première fois, tu sais, je me souvenais plus de la conclusion. Ah bah moi, clairement, pas du tout. Tout le long, je ne savais pas quel allait être le final. Et du coup, maintenant je m'en rappelle. Surtout que ça fait c'est... je sais pas, j'aime beaucoup cette séquence. Il y a... Même là, t'as un peu... Comme si le père avait été puni, c'est comme si c'était le karma, que le père avait été puni par le cerf. Et donc c'est bien Sam, c'est Sam le père. C'est Sam, hein, c'est ça. C'est ça. Ouais. Exact. Ouais. Donc le grand-père même de Edith. Est-ce que j'ai l'arbre généalogique sous les yeux. C'est le grand-père, mais c'est donc le père de la mère d'Edith, quoi, en gros. Voilà. Ok. Et bah tu vois, moi je vais parler de son frère Walter. Dans le bunker. Dans le bunker. Voilà, exactement. Ah, je me rappelle bien. En parlant de lui, je vais parler aussi donc de Calvin. Je vais parler un peu des deux parce que je trouve que les deux sont un peu liés et même ils sont liés avec Barbara parce que en fait l'histoire de Walter finalement dans le bunker, je trouve niveau gameplay c'est la moins intéressante parce que c'est vraiment juste je crois décapsuler des boîtes de conserve ou je sais plus quoi. C'est pas bien passionnant mais je trouve que c'est une des plus profondes du jeu. Parce que donc Walter, sa petite sœur Molly donc, est décédée comme on vous a raconté, il y a Barbara l'enfant star qui est morte elle aussi, mais il y a aussi son frère Calvin qui faisait de la balançoire et ils arrêtaient pas un peu de se challenger, genre c'est qui va le plus haut, tout ça, et un jour Calvin il a voulu aller trop haut et
en plus comme tu le joues cette scène, parce que c'est toi qui dirige les pieds en fait avec les R2 et L2, tu sais, c'est toi qui balance et tu sais vers où ça va. C'est pour ça que cette scène elle est très forte, et c'est pour ça c'est une des scènes je trouve qui est pas reproductible dans un film, parce que là tu sens que c'est toi qui balance le petit et en fait il se passe rien. Si toi tu fais rien, il se passe rien, mais la scène n'avance pas, le jeu n'avance pas, donc t'es obligé d'agir pour faire avancer l'histoire du jeu, et tu sens petit à petit où ça va t'amener, mais tu es obligé de continuer. Ça m'a un peu fait penser, tu sais, à l'expérience qu'on avait déjà parlé dans un truc où ils avaient reproduit ça, c'est dans un jeu télé où tu faisais souffrir quelqu'un parce que tu étais conditionné. Genre dans un jeu télé, je sais plus c'était quoi exactement l'expérience, mais c'était un truc comme ça où quand les gens sont conditionnés pour faire avancer le jeu, il faut que tu appuies sur ce bouton, mais quand tu appuies sur ce bouton là, il se prend une décharge l'autre en face sur la chaise. Et les gens, en fait, c'était une vraie expérience qui avait été reproduite vraiment avec des gens qui n'étaient pas au courant de l'expérience. Et en fait, les gens de base, tu leur dis en appuyant sur un bouton, tu vas électrocuter quelqu'un, ils vont pas le faire. Mais quand tu es dans un contexte, quand il y a une émission de télé, quand c'est le but du jeu, quand tout ça, et l'effet de foule aussi, le fait de se dire tout le monde a déjà appuyé, donc moi quand c'est à mon tour d'appuyer, je vais appuyer aussi. Tu sais, il y avait un truc qui faisait que finalement, en fait, tout le monde allait faire mal au gars qui était attaché à la chaise. Ouais. Et là, c'est un peu pareil. Je trouve que c'est un peu l'expérience, mais en version jeu vidéo, où tu sais que petit à petit, le petit, il va s'envoler de sa balançoire, quoi. Ça va finir en drame. Parce qu'il est au bord d'une très belle falaise. C'est ça. Comme le chasseur qui est tombé là, Sam. C'est ça. Du coup, tu sais, déjà c'est vertigineux. Tu vois. C'est le frère de Sam en plus. C'est le frère de Sam du coup. Donc. Et quelle idée de mettre la balançoire ici. Quelle idée de mettre la balançoire ici. Mais donc du coup voilà, c'est comme l'expérience. Je trouve tu sais que ça va mal finir, mais si t'as envie de continuer le jeu, t'es obligé d'agir et tu finis par agir. Donc ça déjà, je trouve ça génial. Mais donc du coup voilà. Walter, en plus, si tu te souviens bien, dans la scène de Barbara où il y a le tueur dans sa baraque et que tu dois fuir, Walter, c'est le petit qui est caché sous son lit. C'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est ça. Je me rappelle, ouais. Et du coup, voilà, en plus, il se sent responsable de ne pas avoir aidé Barbara, tout ça. Enfin, il y a tout un délire comme ça. Donc pareil, tu vois, c'est pour ça que Barbara, c'est assez intéressant en termes d'imagerie, parce qu'il s'en veut de ne pas avoir aidé Barbara. Donc sur le coup, en total... premier degré, tu te dis parce qu'il y avait un tueur dans la baraque et je l'ai pas aidé, moi je me suis caché sous le lit. Mais si on en revient à la théorie du suicide, c'est un des trucs les plus horribles pour les gens dont une personne de la famille décède par suicide, c'est que tu te dis toujours mince, et si j'avais pu l'aider de telle ou telle manière. Donc il y a cette culpabilité qui se crée. Du coup je trouve que ça colle quand même pas mal à ce personnage qui en plus du coup cette famille, comme tous les membres de la famille, meurent les uns après les autres, et en fait il y a ce truc, notre famille elle a une malédiction, on est maudit, et du coup Walter lui va décider de vivre enfermé pour en gros éviter cette malédiction. Il va vivre toute sa vie, parce qu'il vit vieux, je crois que j'ai sa date de mort, de 52 à 2005, donc 53 ans quoi. 53 ans, et il a dû s'enfermer, je crois, il avait 15 ans, un truc comme ça, je sais plus. Donc il a passé globalement toute sa vie enfermé dans un bunker par peur de la malédiction. Mais finalement, il va au bout d'un moment, il va se dire, en fait, ça n'a aucun sens en fait de refuser de vivre par peur de mourir en fait. Et du coup, je trouve il y a vraiment un truc très beau dans son histoire à lui, quoi. Oui, et à partir du moment où il va sortir. Il va mourir aussitôt, parce qu'il se prend un train, je crois. C'est ça. Oui, c'est ça, exactement. Oui, mais pareil, c'est imagé. C'est en premier degré, oui, il sort et puis directement, il se prend un train. Mais encore une fois, c'est poétique, c'est imagé. Donc on ne sait pas s'il meurt réellement directement. C'est plus, il va finir par mourir, oui, en allant dehors, mais c'était sa volonté finalement d'aller. Tant pis si je meurs dans 10 secondes, en fait. Je vais juste aller voir le monde et profiter, quoi. Et peu importe ce qui se passe juste après. Après, oui, au premier degré, il se prend un train, mais voilà, encore une fois, comme c'est un jeu poétique, etc., tu peux l'imaginer un peu plus... un peu différemment, quoi. Donc, c'est intéressant, parce que c'est vrai que des fois, la peur de mourir peut nous faire passer à côté d'une autre vie, en fait. Si t'as peur de mourir, t'as peur de... t'angoisses, en fait, pour chaque chose, parce que... tu ne fais plus rien en fait, et si tu ne fais plus rien tu ne vis pas, donc je pense qu'il y a ce rapport en fait à ça qui peut être intéressant, mais bon après, voilà. Moi c'est peut-être l'histoire, tu vois, qui m'a
Ah ouais? Pas qui m'a le plus bouleversé, mais c'est l'histoire, je trouve, la plus... peut-être en termes d'espoir, tu vois, en termes de... Alors qu'il finit par se faire tuer, mais il y a quand même ce truc, il y a un peu le message du jeu, globalement, sur cette histoire, je trouve. Ok. Et après, tu disais, Odin, c'était qui? C'était un de ses frères aussi à lui? Non. Odin, c'était qui par rapport à Odin? Odin. Odin. J'ai noté Odin, moi. Ouais. Ah, Odin. Ah non, ah oui. Odin. Ah oui, je crois que tu... Ah, le mec qui parle dans God of War, quoi. C'est Odin avec Thor. Qu'est-ce qu'il dit, quoi? Et ben en fait, c'était le père. En fait, il y a Eddie, la mamie qu'on voit à la fin du jeu. Qui était mariée avec... Attends, remarque, non, vu les notes... Non, Odin, c'est le père de Eddie. Et c'est lui qui a bâti les premières pierres de la maison quand il y a eu un intempérie ou je sais plus quoi, là, et voilà. Donc Odin, c'est le grand-père, c'est le plus vieux de tout l'arbre généalogique, en gros, c'est l'arrière-arrière-grand-père, c'est le papa d'Eddie, voilà. Donc la grand-mère d'Edith. Enfin, l'arrière-grand-mère d'Edith, même. C'est assez compliqué, cet arbre. Et d'ailleurs, il y a un truc qu'on n'a pas dit, et on l'avait dit dans l'émission qui ne sortira jamais, du coup, parce que ça avait été coupé. C'était le fait qu'aussi dans la... déjà, dès le départ, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un sous-titrage un peu vivant dans le jeu vidéo. C'est vrai, c'est dommage qu'on ne l'ait pas dit dans la partie non-spoil, oui, c'est vrai. C'est vrai, on aurait pu le préciser, parce que ça, c'est quelque chose ça, c'est génial. Qui te guide un peu, c'est comme une petite flèche, mais... c'est ça, parce que le jeu est en VO, il n'y a pas de VF, mais vraiment ceux qui sont rebutés par ce genre de choses, parce que même moi, c'est vrai que dans le jeu vidéo, je préfère quand même quand il y a une VF, parce que j'ai la flemme de lire quand t'es un jeu vidéo, quoi, t'as envie de t'immerger à fond. Oui. Mais dans ce jeu, je trouve que c'est absolument pas problématique, parce que comme tu dis, en fait, les sous-titres font partie de la narration. Je pense que même s'il y avait une VF, en fait, il y aurait quand même les sous-titres. Je pense que si tu joues juste en VO, sans vouloir mettre le sous-titrage, en fait, tu l'as quand même parce qu'il fait vraiment partie. En fait, il s'incruste sur les décors. Il te fait tourner les yeux pour que tu observes un décor. Il est animé aussi. Genre, tu arrives dans la pièce principale, elle va parler de la cheminée, qui est la seule pièce de l'ancienne maison. Et toutes les lettres, en fait, vont être aspirées et vont rentrer dans le conduit d'aspiration de la cheminée, tu vois. Enfin, et donc, c'est vrai que je trouve que c'est génial et c'est super agréable à lire. C'est ultra fluide, ultra net. Enfin, c'est génial, ce qu'ils ont trouvé comme idée, c'est top. Ouais, parce que dès le départ, moi, c'est ce que je me suis dit, c'est vrai que c'est dommage qu'on n'ait pas parlé en spoil. Ouais, c'est dommage. On peut pas tout penser. On peut pas tout penser. On l'avait fait dans la précédente émission. On l'avait fait, je me rappelle, en plus. On l'avait fait. Mais ouais, parce que moi, je me rappelle le fait que ce soit pas en VF, sur le coup, j'ai fait c'est dommage. Mais en fin de compte, comme tu dis. C'est vrai que ça peut te bloquer dès le départ, tu fais mince. Et faut vraiment passer. Parce que très rapidement, tu comprends comment la narration va être faite et très rapidement, tu oublies même que c'est en VO. Et d'ailleurs, un autre truc qui est intéressant, quand tu parlais du coup d'Odin qui a construit les bases de cette maison, c'est que tout le long en fait de tous ces personnages, au début, on est vraiment dans la maison. Enfin, des fois, on passe par des petits passages secrets, mais vers la fin. On n'est plus dans la maison, on est sur la maison, c'est des cabanes qui sont juxtaposées sur la maison. C'est assez... c'est assez le look déjà de la maison est assez iconique, hein. Tu t'en souviens de ce look, la forme du truc, c'est complètement surréaliste, hein. C'est improbable. Ah oui, voilà, c'est ça. Ça devient un immeuble de cabane perchée. C'est juste. Ouais, mais du coup, je trouve ça offre à l'histoire un côté un peu genre un conte, comme si c'était un conte, tu vois, une histoire qu'on se raconte. Enfin, je trouve il y a un truc très magique. Moi, j'adore. Ouais, parce que du coup, tu ne sais plus parfois ce qui est réel, ce qui ne l'est pas. Exactement. Tu sais très bien que ça ne peut pas être le cas. Comme les souvenirs, finalement. Comme les souvenirs, ils sont imagés et c'est à la libre interprétation. Qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui ne l'est pas. Moi, j'adore. Parce qu'en plus, t'en débats, du coup, comme on a fait, tu vois, avec Molly, tout ça, on n'est pas totalement d'accord. Même sur Barbara, tu vois, est-ce qu'il y aurait d'autres théories possibles qui pourraient expliquer. Enfin, c'est le jeu qui est fait comme ça et moi, je surkiffe. D'ailleurs, on va parler d'un autre que je tease depuis tout à l'heure. Qui m'a marqué. Ah non, c'est pas Grégory. Ah non. Non. D'accord. Mais oui, Grégory, oui. Mais c'est pas Grégory. On y reviendra après. Oui. Non. C'est Lewis.
et Ok. le fumeur La des conclusion, ganjas. quoi, quasiment. Ouais. Ouais, ouais. Et c'est une des scènes qui m'a le plus marqué, enfin des séquences qui m'a le plus marqué. Ah bah là, moi je trouve que c'est cette phase de gameplay, c'est l'exemple parfait vraiment de ce que le jeu vidéo peut te raconter. Parce que là, bah vas-y, explique un peu la scène vite fait. Bah du coup, on dit rouge. C'est un nouveau terme. On dirige Lewis. Lewis donc qui travaille à la chaîne dans une usine où il semble couper des poissons en fait, simplement. C'est pas qu'il semble, c'est que tu les coupes toi-même, donc oui, tu coupes des têtes de poissons. Ouais. Il fait que de ça. Et il fume, on comprend qu'il fume pas mal et que du coup c'est une personne qui commence un peu à partir dans les nuages en fait, à se créer un monde. On comprend ça. C'est ça. Peut-être par rapport à on comprend aussi que c'est aussi lié à sa famille hein, quand même, hein, parce qu'il a perdu son petit frère aussi. Parce qu'il y a la réalité, en fait. Milton, je crois. Milton. Lewis. Milton, c'est l'artiste. C'est Lewis. Oui, c'est ça. Mais mais il a disparu, Milton. Et c'est ce qu'on nous raconte, c'est qu'on sait même pas s'il est mort. Lui, on nous dit qu'il a disparu. Et du coup, moi, je trouve ça trop intéressant. C'est que s'il est dans cet état-là, Lewis, c'est parce que son petit frère a disparu. Et je trouve, dans le jeu vidéo, traiter de ce sujet de la disparition d'un proche, donc même pas de la mort d'un proche, mais de la disparition, c'est-à-dire de ne pas savoir où est son petit frère, ça le bousille. Toute sa vie est foutue, en fait. Et du coup, voilà, c'est... Oui, c'est une des raisons de pourquoi il veut fuir la réalité, en fait. Et il se crée un monde pour aller mieux. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que du coup, on va arriver à un moment de sa vie où t'as son monde réel, on va dire, où il travaille, et il y a son monde imaginaire dans sa tête pour fuir la réalité, pour sentir bien, en fait. Où il se crée un petit monde où il veut être roi, et il y a de la musique, il y a des tambours et tout. Ouais, mais c'est ça. Attends, oui, c'est ça. C'est la narratrice là de cette histoire, c'est sa psychologue, et elle nous explique, c'est ça, que petit à petit, en fait, pour fuir la réalité, il se crée un petit monde. Et ce qui est très intéressant au niveau gameplay, c'est qu'en fait, on joue de base Lewis en train de couper des têtes de poisson. On le joue vraiment. Hein, tu prends le poisson, tu coupes, tu le ranges au côté. Tu prends le poisson. C'est très simple, sauf que petit à petit, il y a cette boucle de gameplay qui se met en place, mais à côté, on commence à jouer un mini-jeu en plus. Voilà. Donc tu continues de couper le poisson d'un côté, mais tu joues à un autre petit jeu qui petit à petit va s'étoffer, voilà. Et moi, j'ai vraiment eu cette sensation. Je continuais pourtant à couper les poissons, et je faisais gaffe à essayer de bien les couper, les poissons. Mais en même temps, je jouais le jeu, et j'ai vraiment eu ce moment, grâce au gameplay, où vraiment, je faisais deux trucs en même temps, et comme si le monde que j'étais en train de créer, je sais pas comment expliquer les sensations que ça m'a créé, tu vois. J'avais vraiment l'impression c'était devenu automatique de couper des trucs, et je faisais même plus gaffe que je le faisais. Et j'étais en train d'admirer le truc, sauf que je continuais quand même à couper, quoi. C'est ça qui était fou, quoi. Oui, mais c'est ça qui est tellement bien fait. Oui, c'est qu'on arrive à automatiser le fait de couper le poisson. Et c'est comme si la manette, en fait, t'avais un côté que tu dirigeais avec ta main gauche, je sais plus là, pour le monde imaginaire, je crois, et ta main droite pour le côté monde réel. Et de Lewis. Et du coup, c'est assez intéressant, parce que du coup, t'as l'impression que ça flatte un petit peu, sans parler en fait de la psychologie du personnage, mais là que ça flatte un peu ton côté joueur, parce que tu arrives à faire deux choses en même temps. Tu diriges un petit personnage dans le monde imaginaire, et en même temps tu coupes le poisson, et en même temps tu comprends du coup ce qu'on va essayer de te faire comprendre tout simplement, c'est que ce que tu automatises, en fait c'est ultra dangereux. T'as un couteau dans la main, t'es en train de couper des poissons, à tout moment tu peux te couper un doigt. C'est ce qui arrive d'ailleurs. T'as plein d'accidents de ce type-là, ou par des erreurs d'inattention, parce que t'es dans tes nuages, et tu fais plus gaffe à ce que tu fais, et tu peux vraiment te faire mal. Et je trouve qu'ils arrivent à te faire comprendre ça, et en même temps, le monde imaginaire des Lewis, dans l'écran, en fait, il commence à prendre de plus en plus de place. Et d'ailleurs, tu vois que le poisson au bout d'un moment. Tu vois plus ta petite table avec ton couteau, tu vois juste le poisson qui se coupe. Et après, ça se mélange au monde imaginaire, parce que tu as un poisson qui se coupe dans le monde imaginaire. Il y a un mélange des deux. Et je trouve que te faire comprendre comment tu peux
totalement, en fait, c'est de la dépersonnalisation, je crois qu'on appelle ça. Totalement te déconnecter, en fait, du monde réel pour être ailleurs. Ouais, je trouve que c'est tellement bien fait. Et moi, je l'ai vraiment ressenti, en plus. Le sentiment que l'autre monde prenait plein de place, etc. Je l'ai vraiment ressenti. Et ça, c'est impossible à reproduire avec un autre média. C'est ça. C'est tellement brillant. Et ça m'a fait... rien que... Bah voilà, le gameplay est marquant. Parce que c'est la force un peu de ce jeu. Et en même temps, moi, l'histoire du personnage... ça m'a touché. Les musiques, j'ai eu des frissons. Déjà, rien que penser, j'ai eu des petits frissons. Les tambours, quand il y a les trompettes et tout, et puis en plus je trouve le jeu en fait est très sombre globalement, il est très, comme on disait, il est un peu mélancolique tout ça, et là c'est un autre style graphique au-delà d'un autre style de gameplay. Là on arrive dans un univers un peu à la Nintendo, tu vois, très coloré et tout ça, avec de la foule. Alors même si c'est des personnages, je crois qu'ils ont pas de visage ou tout ça, c'est des formes on va dire, mais t'y crois en fait, tu crois à cet univers et tu montes jusqu'au trône où il y a la princesse ou le prince suivant ce que t'as choisi, qui va te remettre la couronne, et c'est là que tu le mets sous la guillotine quoi, en gros, et c'est ça que Lewis finit par se suicider en gros, pour rejoindre son truc quoi. Mais du coup, toi est-ce que tu penses que c'est un suicide ou un accident du coup? Justement, je me pose la question. Je pense pas que c'est un suicide. C'est vrai que maintenant, avec ce que tu as dit juste avant, du coup, c'est vrai que je suis en train de me dire, est-ce que c'est pas un accident? Je sais plus si la psy, elle pourrait couler. La psy. C'est ça qui est troublant, c'est ce que tu disais tout à l'heure pour les interprétations, parce que il pourrait, le monde imaginaire prend tellement de place qui décide volontairement de quitter le monde réel, ou est-ce que c'est que le monde imaginaire prend tellement de place en fait dans sa vie que le monde réel, dans le monde réel, va se tuer en fait par accident? Je sais pas. C'est vrai que parce qu'on revient un moment dans le monde réel et il marche. Tu sais en fait, tu sors de ta petite plateforme où tu coupes le poisson là, et tu marches, tu montes un escalier. T'as l'impression que tu vas te jeter en fait. Les deux se mélangent. Après, tu rentres directement. Au bout d'un moment, tu rentres directement. Alors, est-ce que c'est volontaire ou non? Tu sais pas. C'est assez ambigu. C'est assez troublant d'ailleurs. C'est le but. Je pense que c'est le but d'être ambigu. C'est clairement le but. C'est clair. C'est ça qui est génial. Et c'est avec ça, je pense que c'est vraiment le souvenir, je pense, le plus marquant. Parce que tellement il te fait vivre la chose, il en est marquant par ça. Je pense que tout le monde qui a joué à ce jeu, il n'y a pas une seule personne qui n'a pas été marquée par ce moment. Et c'est pour ça, encore une fois, on le dit, le jeu vidéo, c'est bien, il y a des let's play un peu partout sur YouTube, mais le jeu vidéo, ça reste un truc avec lequel tu interagis. Et des fois, je trouve que c'est dommage. Genre Edith Finch, ça serait complètement dommage de le regarder en let's play sur YouTube. Vraiment, tu perds quelque chose. C'est un jeu vidéo, c'est pas un truc à juste regarder, c'est un jeu. C'est pour ça que quand tout à l'heure tu disais que quelqu'un peut regarder avec toi, moi limite, comme c'est un jeu qui est assez facile d'accès, je pense que c'est clairement le type de jeu à mettre entre les mains de quelqu'un qui joue pas beaucoup aux jeux vidéo, quoi. Plus que juste regarder, tu vois. Et parce que je pense ce moment-là, par exemple, tu ne le vis pas du tout de la même façon. Tout à fait. Si tu le joues pas. Parce que là, c'est au-delà. Les autres souvenirs, c'est souvent des histoires de choix que tu fais. Donc, comme c'est toi qui manœuvres, c'est toi qui décides d'aller vers la mort prochaine du personnage. Là, c'est encore autre chose, tu vois. Donc, c'est dommage de passer à côté sans le jouer, tu vois, même juste en le regardant. Il traite. Edith Finch, en fait, traite de mort, je trouve, totalement différente. Parce qu'on peut parler du suicide, là, on peut parler peut-être aussi du rapport à la drogue. Je trouve qu'il y a un vrai rapport à la drogue. Est-ce que c'est pas du coup le fait qu'il se drogue qui aussi est responsable de sa perte sur le monde réel? Mais bon, cette drogue qu'il consomme sûrement sans modération par rapport à la disparition de son frère. Hein. Mais à chaque fois, en fait, on traite de deuils différents. Et c'est ça qui est fort dans Edith Finch, d'accident ou de mort. Parce que moi, le dernier auquel je voulais parler, de toute façon, après Lewis, c'est justement le petit Grégory. Alors, je viens d'y penser. Oui. Je viens d'y penser. Alors, j'espère que c'est pas un clin d'œil un peu morbide. Parce qu'attends, il s'appelle bien le Grégory. C'est le bébé, ouais, c'est ça, Grégory. Donc, c'est un peu par rapport aux faits divers en France du petit Grégory qui a été retrouvé noyé dans la rivière. Là, j'imagine c'est pas un studio français, donc j'imagine que c'est une grosse coïncidence. Mais du coup, donc c'est l'histoire d'un petit bébé qui est dans sa baignoire et ses parents sont en train de divorcer. Et du coup, c'est un peu, ils sont occupés à s'engueuler, on va dire, un truc comme ça. Et du coup, ils laissent le bébé dans le bain.
Et le gamin va finir par se noyer dans son bain, mais on te le raconte d'une façon ultra poétique, où tu es en train de jouer avec tes jouets, il y a une musique classique qui démarre, tu danses avec tes jouets, tout ça. Et du coup, tu comprends que le gamin est en train de se noyer, mais visuellement, et si t'es premier degré, en fait, il est pas en train de se noyer parce que c'est ultra beau, ultra féerique, tout ça. Et cette scène aussi, je pense qu'avec Lewis, c'est les 2 scènes qui m'ont le plus marqué la première fois que j'ai joué. C'est les trucs qui m'étaient restés vraiment en tête. Parce que j'ai trouvé cette mort, en plus c'est un petit bébé, tu vois, donc c'est... Ouais, moi aussi, oui, c'est un des pires, je trouve. Oui, c'est le petit bébé, tu vois la mère en plus qui... Tu vois qu'elle arrive, qu'elle repart... Elle va couper l'eau, elle va juste couper l'eau et elle repart, elle est au téléphone, elle repart. Il arrive à réactiver l'eau, du coup. Enfin, tu réactives l'eau. Et ça, en plus, moi c'était une de mes phobies quand j'étais... Enfin, une phobie. Quand j'étais petit, j'avais regardé un truc à la télé, alors je sais plus, c'était une série, un film, je pourrais même pas vous citer c'était quoi. Les Dents de la Mer. Mais... Non, du tout. Genre, je sais plus ce que c'était. Hein. C'était une série ou je sais plus quoi, mais en fait, il y avait une enfant qui mourait noyée dans son bain, en fait. Et j'étais gamin quand j'avais vu ça, mais vraiment très jeune. Hein. Et du coup, je me rappelle que j'avais peur d'être tout seul dans ma baignoire quand j'étais petit. Voilà. Fallait toujours que ma mère elle soit pas loin, qu'il y ait la porte ouverte et qu'elle soit pas loin, etc. Non, encore maintenant. Ah bah toujours, ouais. Maman, tu fais couler mon bain, maman. C'est pas trop normal. Il faudrait enregistrer une émission dans mon bain. Je serais tranquillement, t'entendras l'eau qui coule. Bref, voilà, c'est une petite anecdote que je viens de me souvenir, mais c'est vrai, ça m'est pas resté très longtemps. Mais je sais qu'il y a une période de ma vie, je revois un peu cette image où j'étais dans mon bain, et alors j'étais très gamin. Je devais avoir 7-8 ans, je dirais, peut-être à tout casser. Et j'avais cette peur de me dire que je pouvais me noyer même dans une baignoire, en fait. Et voilà, bref. Mais du coup, par contre, tu vois, j'espère que c'est pas un vrai clin d'œil, parce que c'est vrai que Grégory, j'avais pas du tout calculé. Là, c'est vraiment en lisant le nom sur le truc. Grégory qui se noie... bizarre comme truc, mais après, bon, ils sont pas français, donc j'imagine que c'est vraiment un pur hasard. Mais bon, bref. Ouais, j'espère que c'est pas vraiment, c'est volontaire dans ce cas-là. Ah bah sinon, ne faites pas le jeu, ne faites pas le jeu, mauvais goût. Oubliez tout ce qu'on vient de dire. Mais non, mais limite, c'est un peu... et je trouve que c'est un peu dérangeant, ce mélange d'émotions d'ailleurs. Parce que tu sais que le bébé va mourir, et tous, de toute façon, tous les personnages. Mais en prenant le bébé, tu sais quand tu joues et tout, tout ce que tu vois, en fait, de son point de vue, en fait, d'un point de vue interne, c'est jovial, c'est génial. Alors tu sais qu'il est en train de mourir. Tu sais que c'est horrible. Et tu sais que c'est horrible. Et du coup, c'est assez perturbant, je trouve, comme émotion. Tu vis un deuil, mais de façon avec de la gaieté, pas de façon joyeuse, parce que c'est pas joyeux, mais on te présente ça sous forme de gaieté. En fait, c'est très bizarre. La forme fait que c'est joyeux, mais le fond ne l'est pas du tout. C'est même féerique. Toi, t'as l'impression que t'es à Disneyland, tu sais, avec tous les jouets qui dansent, les fanfares, il y a tout ça. Mais du coup, c'est ce qui rend le truc, féeriquement glauque. Tu vois, tu sais que c'est glauque, mais pourtant c'est la fête. Et du coup, je trouve que ça représente très bien ce qu'on imagine, ce que voit un enfant. Tu vois, un enfant qui est tout seul en train de jouer avec ses jouets. Tu l'imagines un peu comme ça, avec un imaginaire qui est débordant, tout ça. Donc voilà, cette histoire, je trouve, elle est tellement mélancolique, mais en même temps, elle est tellement maligne, elle est tellement intelligente, et t'as l'impression de vraiment incarner un bébé, quoi. Donc de voir le monde à travers les yeux du bébé, enfin, je trouve ça, c'est brillant, voilà. Oui, surtout que t'apprends une fois que tu sors de ce souvenir, que ils étaient après en instance de divorce, parce que je crois qu'elle lit un papier de divorce. Oui, exactement. C'est ça. Donc en fait, quand tu retournes, après quand tu as vécu le souvenir et que tu retournes dans le moment présent, on va dire ça comme ça, du moins avec Edith Finch. Je sais même pas si on peut dire que c'est le présent d'ailleurs. Mais du coup, c'est tout aussi triste en fait. Quand tu retournes dans la maison et c'est beaucoup plus terne, t'as pas de musique, t'as pas de machin et tout, c'est beaucoup plus silencieux. Ah oui, c'est ça. Tu sais ce qui est arrivé, ça te remet dans le contexte un peu dramatique. Et c'est pour ça que c'est un jeu aussi qui est très intéressant de refaire une deuxième fois, une fois qu'on connaît l'histoire de la famille et on connaît tous les souvenirs, tout ça. C'est très intéressant de le refaire une deuxième fois parce qu'en fait, il y a plein de petits détails.
Il y a plein de trucs qui, déjà, dès que tu rentres, tu peux regarder à l'œillère de toutes les portes pour avoir une petite phrase de Edith Finch qui dit un truc sur tel ou tel personnage. Et pareil, quand tu regardes les photos, il y a plein de photos, on va dire, clin d'œil, et qui sont limite prémonitoires. C'est des photos qui sont prémonitoires de leur future mort. Et du coup, la maison, elle devient vraiment géniale à aller fouiller, pour aller fouiner tous les petits détails, tout ça. Parce que, je sais pas si tu te souviens, mais la maison est fourmille de petits meubles, de livres, de photos. Il y a tellement de détails que c'est passionnant à revisiter. Et voilà. L'intérieur de la maison est extrêmement joli aussi. Je trouve carrément. Ça, même là, tu vois, quand je l'ai refait sur PS4, même là, je me suis dit, c'était l'extérieur que je trouvais qui avait vieilli, mais l'intérieur, je l'avais trouvé magnifique. Et là, maintenant, avec la version PS5 et tout, c'est encore plus beau parce que c'est en 4K, donc tu vois encore mieux les photos, tu vois vraiment les détails des spaghettis dans les assiettes, les trucs comme ça. Enfin, ça apporte vraiment quelque chose. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire si vous avez une PS5 ou une Xbox. Ce sont des réelles photos. Ce sont des réelles photos, des fois, tu vois. C'est assez marrant. Ouais, alors le seul problème, là, j'ai bien regardé les photos tout à l'heure. Le seul truc qui est un peu dommage, c'est qu'en fait, des fois, il y a des photos en double. C'est que genre, tu vas dans la salle à manger et t'as une photo, par exemple, d'une mère avec son petit sur la balançoire. Donc, t'imagines le futur clin d'œil. Et sauf que dans l'escalier, il y a plein de photos. Il y en a genre une vingtaine de photos accrochées au mur. Et tu retrouves la photo de la mère avec sa balançoire. Et le petit sur la balançoire, c'est la même photo. Et tu dis, c'est un peu dommage. Parce que pourquoi dans une maison, la personne elle met 2 fois la même photo, tu vois, ça perd un peu ce petit truc. Peut-être que c'est pour qu'on passe pas à côté. Si genre t'as pas vu les photos dans la salle à manger, peut-être qu'en montant l'escalier, tu vas regarder les photos et tu tomberas sur cette photo qui est un futur clin d'œil, tu vois. C'est peut-être ça, mais voilà, bref. Ok. Bref, voilà. Donc pour Edith Finch, voilà, ça se conclut avec la petite surprise. Donc déjà, on assiste au moment où la mère d'Edith et Edith quittent la maison parce qu'ils en ont marre de vivre avec cette malédiction. Parce que du coup, Eddie, l'arrière-grand-mère de Edith Finch, du coup, elle est complètement névrosée sur cette malédiction, tout ça. Et du coup, en gros, c'est la dernière fois qu'il la voit. Et il décide de quitter la maison. Sauf qu'on apprendra donc que la mère d'Edith Finch va mourir d'une maladie. Et la surprise qu'on a, c'est qu'en fait, Edith Finch, elle aussi, est morte. Et Edith Finch, c'était elle qui racontait l'histoire dans le bouquin. Et donc, on comprend que c'est son enfant qui est en train de lire le bouquin. Et peut-être qu'elle elle va sur la tombe à la fin. Elle voit qu'elle est sur la tombe d'Edith Finch, justement. Donc, la petite va découvrir un peu la maison, elle aussi. Ouais, parce que tu l'apprends en cours de route qu'elle est enceinte, Edith Finch. Quand tu es sur les toits, elle en parle. Ouais, elle en parle à un moment. Ça m'avait marqué. Exactement. Ça m'avait choqué, ouais. Elle a dit, je suis à quelques semaines, je sais pas quoi. Et pourtant, tu le vois pas. Tu sais, tu peux te baisser et regarder ton corps. Et tu vois pas qu'elle a un ventre. Tu vois pas qu'elle a un ventre, quoi. Alors que pourtant, tu le vois plus tard, je sais plus comment. Non, parce que dans le souvenir, elle est peut-être pas enceinte aussi, je sais pas. Quand elle va visiter la maison, je sais pas si elle est enceinte. Quand elle est narratrice, oui, parce qu'elle écrit le bouquin. Elle écrit le bouquin pour sa fille, mais au moment où elle raconte le moment où elle a revisité la maison, mais peut-être qu'au moment où elle a visité la maison, elle n'était pas enceinte. Ouais, elle n'était pas enceinte à ce moment-là. Ouais, c'était ça, ouais. Mais c'est vrai qu'elle en parle et ça m'avait marqué parce que je me suis dit, tu peux passer à côté en fait, et du coup ne pas totalement comprendre la fin. En fait, parce que la première fois, je me rappelais pas qu'on savait qu'elle était enceinte, quoi, du coup. C'est une grosse surprise à la fin, quoi, du coup. Oui, voilà, c'est ça. Et du coup, ça retourne un peu ce sujet qu'on a vu passer, du coup, assez... je disais que c'était original la première fois qu'on en avait parlé. Et finalement, je me rends compte que c'est un sujet qui revient avec les œuvres. C'est le fait de, justement, tu sais que ta famille a une malédiction, mais est-ce que ça va t'empêcher de faire des enfants ? De savoir que, possiblement, lui aussi va subir la malédiction. Donc ça aussi, je trouve ça très intéressant. C'est un sujet qui est tellement dur, je trouve, Ouais. Est-ce que tu fais des enfants en sachant qu'ils vont peut-être... Donc là, c'est pour la malédiction, mais en sachant, par exemple, que tu as une maladie, un truc comme ça, qui peut se transmettre à un de tes enfants, est-ce que du coup, tu t'interdis de faire des enfants pour pas prendre de risques ? Tu vois, c'est quelque chose de... Je trouve que c'est un sujet, du coup, on en avait parlé dans Stranger Things, on en avait parlé dans Premier Contact. Oui. J'en dirai pas plus pour pas spoiler les gens. Mais du coup, c'est un sujet qui revient et que je trouve qui est vraiment intéressant, qui est touchant. C'est complexe et de savoir. Ouais. Là, c'est très complexe. Voilà. Bref. Ah bah et si on passait à Stray
Est-ce que tu as envie d'en parler de ce jeu? Oui, parce que là, on va diriger un animal tout le long. C'est pas de la merde comme Edith Finch. Il craque totalement. Non, ouais, donc, on va diriger un chat, oui. Ça, c'est trop cool. C'est ça, donc c'est un jeu qui est sorti donc en juillet 2022 sur PS4 et PS5. C'est une exclue PlayStation. Peut-être qu'il va sortir sur PC un jour, peut-être qu'il est déjà sorti sur PC, parce que des fois ils sortent, c'est des exclus consoles sur PlayStation, mais ils aiment bien sortir leurs jeux sur PC pour faire un peu de fric et pour narguer un peu Xbox et la Switch. Ouais. Non, c'est sur PC, mais c'est pas... Voilà. Bref, donc Cocorico un peu, parce que c'est un studio français, pour le coup, que je ne connaissais pas. Oui. Ok, moi non plus. Non, rien. J'ai déplacé ma table. D'où le petit bruit. D'accord, je me disais, c'est quoi ce bruit? donc voilà, c'est comment s'appelle ce petit studio? C'est Blue 12 Studio. Voilà. Donc c'est des Français. Donc c'est bien, je trouve, de soutenir un peu les studios français. Je trouve que les studios de jeux vidéo français prennent beaucoup d'importance, parce que c'est un studio bordelais qui avait sorti le Flight Simulator, là, qui a cartonné sur Xbox justement et sur PC. Il y a le A Plague Tale Requiem, je sais plus comment ça s'appelle, le Plague Tale Requiem, là, qui va sortir ce mois-ci, là, au mois d'octobre, qui est aussi par le même studio bordelais. Donc le jeu vidéo en France commence un peu à monter en gamme, donc c'est pas mal de soutenir. Et du coup, donc Stray, c'est un jeu qui, dès le départ, en fait, a tapé dans l'œil de beaucoup de gens, parce qu'on allait incarner un chat dans un univers un peu limite cyberpunk, un peu, tu vois, avec des couleurs très néon, très flashy. Et donc dès le début, moi, ce jeu m'intéressait. Toi, il t'a tapé dans l'œil directement parce que ta fille est fan de chats. C'est une inconditionnelle des chats. Je me suis dit, là, c'est le jeu parfait. Il a été créé pour elle. Ouais, parce que tu jouais, c'était à Mario que t'incarnes un chat aussi, dans Mario contre Bowser ou je sais plus quoi là. Ouais. Mario 3D World. C'est ça. Tu te mets en forme de chat, en fait. Tu transformes Mario en chat, quoi. C'est un genre de super pouvoir qui fait que tu peux grimper sur les murs, etc. Donc ça, c'était déjà pas mal. Mais là, on est passé à un autre gap, quoi. Là, c'est vraiment, t'es un pur félin, quoi. Donc je me suis dit, allez, ça va être le jeu parfait pour Et du coup, moi, c'est plus toi. Moi, je l'attendais un petit peu, mais du coup, c'est toi qui l'as acheté, en fait, parce qu'on a un compte partagé sur la PlayStation. On a un compte, et des fois, quand toi, t'es hypé par un jeu, et moi, pas trop, tu l'achètes, et moi, je teste pour voir, et si j'apprécie le jeu, on fait moitié-moitié, ensuite. C'est ça, c'est ça. Et du coup, là, c'était un peu le cas. C'est toi qui as acheté le jeu. Et moi, je me suis dit, vas-y, je vais le tester quand même pour voir. Et j'ai surkiffé. Mais tu l'as testé avant, moi, adoré. Parce que je crois que je l'avais acheté. C'est possible. Toi, tu voulais attendre que ta fille soit là pour y jouer. C'est pour ça que tu as mis plus de temps. C'est ça, ouais. Et du coup, franchement, on parle du gameplay. Je trouve que jouer des animaux, je trouve ça excellent. Je sais pas, l'immersion de pouvoir jouer un animal. T'as l'impression que grâce au milieu du jeu vidéo, on te donne cette possibilité de savoir comment penser comme un chat, où se déplacer et tout. Et là, ça marche. Oui, c'est vrai, parce que le jeu, moi, ça m'a vraiment surpris là-dessus. Niveau gameplay, c'est vrai que j'avais pas trop regardé de bande-annonce ou quoi. Donc, je savais pas trop ce que ça allait donner. Et j'étais vraiment surpris, moi, de voir que c'était vraiment genre un simulateur de chat, quoi. Il y a vraiment un délire. Tu peux même miauler, en appuyant sur rond, tu miaules, etc. Et du coup, il y a vraiment ce côté exploration, comme un chat, où tu peux monter sur les trucs. Alors moi, j'avais désactivé, parce que tu sais, tu peux avoir une aide où tu as un petit bouton qui se met au niveau des trucs. Franchement, faut le faire. Où tu peux monter. Faut le faire. Ouais. C'est encore plus kiffant, je trouve. Ah ouais, tu m'as dit de le faire, et sinon t'es trop assisté, en fait, par le bouton croix, et en fait, t'as plus ce moment où tu dois penser comme un chat. Tu suis juste ce qu'on te dit de faire, en fait, presque, quasiment. Alors que là, non, là tu te dis, je suis un chat, est-ce que je peux sauter là, est-ce que je peux sauter là, où je peux me déplacer, et sans cette croix que tu as, franchement, c'est top. Hein. T'as bien fait de me le dire, ouais. Parce que je sais pas comment t'avais moi, c'est vrai vu ça, ouais. Moi, j'avais regardé le test de Julien Chiez sur YouTube, où il disait qu'il conseillait de faire la même chose. Et donc, c'est vrai que j'avais commencé vite fait avec les croix, là. Et très rapidement, je l'ai désactivé et ça m'a même pas gêné, tu vois. J'avais pas besoin d'être assisté comme ça. Et j'ai fait le jeu pas à 100%. Du coup, il y a quelques souvenirs que j'ai pas trouvés. Mais voilà, globalement,
totalement jouable comme ça. Et même, je trouve, bah, ça donne plus de piquant parce qu'il y a pas mal de scènes, par exemple, de course-poursuite où tu dois fuir. Et du coup, de pas savoir où tu vas monter, bon, bah, des fois, tu vas mourir parce que tu penses pouvoir monter quelque part, mais tu peux pas. Mais je trouve que ça participe à ce sentiment d'urgence un peu, tu vois. Et donc voilà, ça c'est le petit tips à faire en débutant le jeu, c'est désactiver ça, c'est dans les options. Je sais plus comment ça s'appelle, mais faut le désactiver. Ouais. Trop. Et en plus, quand on a commencé à jouer à ce jeu, bah, du coup, on savait pas du tout à quoi s'attendre. Du coup. En fait, à part que tu diriges un chat, et comme tu disais tout à l'heure, qu'il y a un délire un peu à la cyberpunk de visu, tu dis, bon, on sait qu'il y a des robots, mais t'en savais pas plus, quoi, en fait. Même pas, moi je savais même pas qu'il y avait des robots. Vraiment, moi j'avais pas trop regardé de choses sur le jeu, moi, pour le coup, j'avais... Ah si, remarque, si, dans les bandes annonces, on voyait des fois des robots, mais oui, c'est vrai, si. Ouais, mais après, tu sais pas qu'ils ont une importance à ce point-là, quoi. Ouais, exact, ouais. Mais du coup, oui, Bah, je pensais même pas, moi, que le jeu allait être aussi... au niveau gameplay, ça m'a vraiment surpris. Et je sais pas, je m'attendais plus à un jeu, on va dire, uniquement plateforme, avec des petites énigmes, on va dire. Alors que là, je trouve qu'il varie pas mal ses phases de gameplay. Après, c'est un jeu qui dure quoi, 7-8 heures à peu près, je crois. Ouais. Et je trouve qu'à partir de 7-8 heures, enfin 7-8 heures, c'est une bonne durée de vie, tu vois. Après, peut-être que j'aurais commencé à me dire, bon, ça devient un peu répétitif, tu vois. Mais là, je trouve qu'ils ont trouvé le rythme parfait parce qu'ils varient les scènes de gameplay. Et au moment où ça commençait à être un peu un trop-plein pour moi, bah, t'arrives à la fin du jeu, donc t'es là, bon, bah nickel, le rythme est parfait. Mais par contre, moi, à chaque fois, quand j'ai joué à ce jeu, je me suis dit, comme toi, diriger le chat ou diriger des animaux, je fais, mais en fait, c'est une putain d'idée pour des jeux à plus gros budget, en fait. Et je pense que là, la génération actuelle, en fait, va vraiment apporter quelque chose. Parce que les gros jeux, les gros AAA, il y a tellement d'argent qui est investi dedans, ils peuvent pas réellement prendre de gros risques au niveau gameplay. C'est pour ça que tous les gros jeux, généralement, bah, c'est des gars avec des flingues, ou alors, on va dire, à l'Assassin's Creed qui peut monter. Enfin, c'est toujours des humains. Enfin, le gameplay se ressemble un peu toujours. Oui. Parce qu'on sait que ça fonctionne, hein, que ça plaît, donc on va pas prendre de risques, on va te raconter une histoire, mais on garde un peu un gameplay similaire. Et l'avantage de ces nouvelles générations, c'est que les moteurs pour créer les jeux vidéo deviennent de plus en plus accessibles et de plus en plus fournis, ce qui va permettre en fait aux développeurs indés, comme là pour le cas de Stray, en fait, de pouvoir proposer des expériences avec une qualité visuelle qui est quasiment l'équivalent d'un AAA, mais sur des plus petites expériences. Et ce qui est génial, c'est que ces petits développeurs, eux, pour sortir du lot, on va dire qu'ils sont un peu obligés d'innover en termes de gameplay, d'être original pour se faire une place en gros. Et du coup, je pense que ça peut être un tournant créatif dans l'industrie du jeu vidéo, ce qui est en train de se passer grâce à ça. Parce que moi, j'imagine très bien un gros AAA qui va... Tiens, ce jeu, il a beaucoup plu. Bah tiens, on va incorporer le gameplay chat là. Tiens, imagine genre juste un jeu AAA, un gros blockbuster, où le héros a la capacité de se transformer en animal. Oui. Ou même en plusieurs animaux, dont le chat par exemple, mais peut-être en un autre animal, etc. Tu vois. Et je m'étais dit, mais ça ouvre les portes en fait, même maintenant en plus avec les nouvelles consoles qui ont des SSD qui permettent des chargements ultra rapides, et ben pourquoi pas des changements de gameplay ultra fluides, ou que ça se fasse beaucoup plus rapidement, et du coup que ça permette ce genre de choses. Moi c'est comme ça que je vois le jeu vidéo plus tard. Pourquoi pas changer les gameplays, avoir des pouvoirs, parce que y a c'est réellement inédit, je trouve. Il y a un jeu comme ça qui va sortir, qui a un peu une patte à la... j'ai envie de dire presque à la Breath of the Wild, où tu joues une petite fille sur une île. Oui, c'est un jeu de Nouvelle-Calédonie. Ça s'appelle Chia. Et c'est vrai qu'il y a un peu une touche, donc ça à voir, parce que elle peut se transformer en plein de choses. Ouais, c'est vrai. Donc à voir quand ça va sortir ce que ça donne, parce que c'est pas un AAA non plus, mais c'est un... Enfin, limite maintenant, les AAA, en fait, genre les The Last of Us, les Uncharted, les GTA, tout ça, c'est même des quadruple A, tellement c'est des monstres au niveau du budget, on va dire. Et justement, je pense que les indés, maintenant, peuvent commencer à sortir un peu des AAA. Okay. Donc ça va être assez intéressant de voir ce qui va se passer. Et c'est vrai que ce jeu Chia, je vais être curieux de voir. Parce qu'il y avait un peu Mario Odyssey qui tentait un truc comme ça, avec plein de gameplay différents dès que tu incarnais un truc. Oui, donc, tout à fait, ouais. Voilà. Ça peut donner des idées pour la suite, ça va être intéressant. Mais c'est vrai que ça c'est fort, parce que du coup à chaque fois ça permet, parce que si tu contrôles un chat, alors c'est cool parce que ça te permet de faire des trucs que tu ne peux pas faire avec un personnage humain. Mais au bout d'un moment tu te lasses forcément, parce que
Oui, c'est ça. Ça reste un chat. Un jeu de 40 heures qu'avec un chat, bon. Mais déjà, rien que dans Stray, ils ont réussi à faire évoluer ce truc avec le petit robot qui nous accompagne. Alors, on va peut-être spoiler. On va rentrer à partie spoil. Ouais, mais non, on est loin dans l'émission, donc vas-y. Allons-y. Mais c'est vrai que, sans spoiler, pour les personnes qui n'ont pas joué au jeu, avant de passer à la suite et du coup de connaître toute l'histoire dans les profondeurs, on vous conseille le jeu parce qu'effectivement, même l'histoire, elle est surprenante, l'univers est surprenant, et le gameplay n'est pas lassant, au contraire de ce qu'on pourrait penser. Et en plus de ça, je trouve que l'histoire, enfin l'univers que nous propose Stray, il est génial. Moi, j'ai été agréablement surpris. Et encore plus, autant jouer en y jouant avec ma fille, je me suis dit, c'est cool en fait d'avoir une histoire de ce genre. Ça apporte certains sujets, je trouve, qui sont véritablement intéressants. Totalement. Donc, allez-y. Oui, pour faire le pitch à ceux qui n'ont vraiment pas fait le jeu, c'est qu'on incarne un chat qui se balade avec ses potes chats sur une sorte de muraille, un peu, une sorte de... Voilà. Et au fur et à mesure de à un moment de leur balade, en fait, notre personnage qu'on incarne, il va tomber. Et il va tomber de la muraille. En gros, il va tomber dans les bas-fonds. Ouais. Et il va se retrouver donc dans une ville souterraine qui est complètement sous terre presque, et où vit des robots. Et du coup, le but du jeu, ça va être de réussir à sortir de cette zone tout en découvrant un peu la ville souterraine, globalement. Tous ces mystères. C'est ça. Ouais, mais c'est assez classique finalement, je dirais, mais c'est bien traité. Et puis c'est le point de vue d'un chat, avec des robots qui sont parfois marrants, parfois tristes, parfois... Il y a plein d'humour comme ça, et puis tu rentres, je trouve, vraiment bien dans l'univers. Oui. Il y a toujours ce débat... c'est toujours les mêmes qui créent ce genre de polémique, mais... quand on annonce que le prochain personnage d'un jeu, ce sera une femme, tout ça, il y a toujours les mêmes qui viennent gueuler « Oh là là, non c'est pas que je suis sexiste ou quoi, hein, c'est pas ça, mais c'est que moi, j'arrive pas à me sentir représenté quand je joue une fille. » C'est des balagons comme ça. Et là, là, on incarne un chat, hein, carrément. À niveau inclusivité, là, c'est un chat, carrément. Et du coup, en fait, ça passe totalement. Ouais, moi, je me suis... Si c'est un chat fille, je me sens... Un chat femelle ou un chat mâle. Oui, c'est vrai. Mais moi, je jouais et je me sentais chat, quoi. Ah oui, clairement. J'étais dedans, je jouais le rôle du chat et j'allais miauler, j'allais... je gratte pour le montrer, justement. Tu faisais tes griffes, toi aussi, un petit peu partout? Ah bien sûr. Ah oui, je faisais mes griffes, je tournais autour des pieds des gens. tu leur faisais des petits câlins, etc. Ouais. Et puis je miaulais, hein, j'interpellais les gens, je miaulais. Ouais, surtout quand tu miaules près des robots, les robots interagissent. Alors, ils n'ont pas le même rapport avec les chats. Hein. Ouais. Non, mais c'est intéressant de voir à quel point tu joues un rôle quand tu joues un jeu vidéo. Donc peu importe en fait qui t'incarne, je trouve quand c'est bien fait, en fait tu peux incarner n'importe qui. Et c'est ce qui est très cool, je trouve, dans le jeu vidéo. Surtout que là, le fait en fait qu'il y a un petit robot qui va nous accompagner le long de cette aventure, ça va nous permettre du coup d'agrandir en fait les possibilités de gameplay telles qu'elle est parlée au robot, ce qu'on n'aurait pas pu faire en tant que chat véritable. Oui, déjà, c'est vrai, parce qu'il y a une sorte de traducteur via ce robot. C'est ça. Donc ça, c'est super cool pour l'exploration, pour comprendre l'univers, parce que du coup, tu peux dialoguer. En plus, oui. Ouais, oui, c'est sûr. Et ça te rajoute... Parce que le chat ne parle pas. Le chat, il fait que miauler. Oui, c'est un vrai chat. Le chat va pas se mettre à parler, bonjour, je sais pas quoi, non. Mais il y a le petit robot qui fait la petite traduction, et ça, c'est qui communique cool. aussi avec les autres robots. Enfin, ouais, c'est sympa. Ça te pousse... Et c'est mis... tu le diriges aussi un peu, le robot. C'est toi qui... En fait, il te suit tout le temps. Oui. Il est indépendant, mais en même temps, tu peux le contrôler, tu peux lui donner des ordres qui font que voilà, c'est super fluide, ça se comprend très rapidement et voilà, c'est bien pensé. Ouais, c'est bien pensé. Puis du coup, ça, je trouve que tu commences j'ai trouvé ça super intéressant du coup pour jouer avec ma fille, parce que tu commences à jouer un chat, donc tu commences à faire un jeu qui est purement par plaisir d'être un chat, basta. Et en fait, le fait d'après de rentrer dans cette aventure, elle est rentrée de suite dans le délire, hein, avec le petit robot et tout. Et ça te pousse à lire. T'as beaucoup de choses à lire, parce que les robots, la traduction fait que ils ne parlent pas français, les robots, ils parlent en robot. Et donc t'es obligé de lire. Et si de toute façon tu ne lis pas, c'est foutu. Tu pourras pas comprendre
certains dis aux gens qui nous écoutent que c'est bien pour ta fille, quoi. Oui, on dirait que c'est toi-même. Ah, c'est bien, je lis un peu comme ça, moi. Ah oui, non, parce que moi, je ne lis jamais. Sinon, jamais. Donc là, c'est bien, je lis comme ça. Ça m'oblige à lire. Non, oui, dis-le que c'est bien pour ta fille. Oui, mais je l'ai précisé, oui. Oui, je l'ai dit, oui. Oui, c'était pour elle, ouais. Mais du coup, et voilà, ça, c'est excellent. Et puis, je trouve qu'il y a quand même, à travers des fois des phases de plateforme ou de course-poursuite, t'as des petits énigmes qui sont mignons, mais dans le... ça m'a fait penser un peu à Kena, parfois. Où tu devais avancer, mais tu devais réfléchir où aller en fonction en fait de ce que tu avais récupéré, des données que tu avais lues, etc. Donc c'est pas des énigmes compliquées, hein. Mais pour un enfant c'est cool. Je trouve que c'est cool et elle a vite adhéré au fait d'explorer, au fait d'aller chercher des renseignements par-ci par-là et même du coup les souvenirs. Parce que c'est vrai que comme toi, moi, tous les souvenirs je ne les ai pas faits. Il me manque un petit peu. Et pour le coup, je suis allé voir une vidéo sur YouTube là, avant de faire le podcast. Ah ouais? Ouais. Ah, c'est cool ça. Bah ouais. Oui, non. Parce que du coup, les souvenirs en fait que j'ai manqués étaient pas ultra pertinents. En fait, et je pensais qu'en fait, si tu débloquais tous les souvenirs, genre tu débloquais une cinématique un peu secrète pour vraiment. Ça aurait pu être cool ça. Ouais, mais c'est pas le cas. En fait, le dernier souvenir. Tu aurais précisé pour te motiver, quoi, parce que sinon. Ouais. Mais non, tu débloques rien de particulier. Donc bon. Et le dernier souvenir, d'ailleurs, c'est à la fin, en fait. Le dernier souvenir, c'est quand le robot décide de se sacrifier, on va dire, pour laisser partir le chat. Il devient vraiment ami avec le chat. Donc c'est même pas un souvenir qui a besoin d'une exploration, quoi. Ça fait partie de la narration. Mais c'est vrai que l'univers, les souvenirs, on pourra y revenir après, mais l'univers des robots, un peu à la japonaise, c'est très japonais en fait. La ville et tout. Même à un moment, ils mangent des ramen, mais c'est des fils électriques. C'est une sorte de Tokyo cyberpunk un peu. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai vraiment kiffé l'idée de... Moi le truc qui m'a vraiment un peu mis sur le cul, que je m'attendais vraiment pas, c'est les mini open world en fait. Ok. Donc il y en a 3 en tout dans le jeu. Je dirais que tu sais, la première zone qui est vraiment très grande pour le coup, où tu dois te balader. Moi quand j'étais lâché là-dedans, mais j'ai pris un pied. Parce que tu parlais de ta fille, mais moi c'est pas que pour les enfants quoi ce jeu. Moi vraiment quand tu arrives dans la première zone un peu open world où tu dois trouver des objets, des personnages, etc. Je me suis éclaté à escalader tous les bâtiments, à me faufiler par les petites fenêtres et t'arrives dans un bâtiment. C'est ça que je me suis dit. Imagine un jeu avec un plus gros budget où il faut que tu te transformes en certains animaux pour accéder à certains bâtiments, à certains trucs, ou pour agir en infiltration. Enfin, j'ai vu le potentiel en jouant à ce jeu. Je me suis dit, mais ça peut être complètement dingue. Et vraiment, moi, ces phases m'ont beaucoup plu. Moi, j'ai beaucoup le côté très complétionniste. C'est-à-dire que quand on me lâche dans une zone comme ça, je vois qu'il y a un chemin où je peux passer la zone en faisant 3-4 actions. Mais moi, j'ai besoin d'aller tout chercher, tu vois. J'ai envie de finir le truc presque à 100%. Donc, la preuve que j'ai loupé parce que j'ai pas eu tous les souvenirs. Mais en tout cas, j'ai passé vachement de temps dans cette première zone. Et du coup, le côté un peu rébarbatif que je te disais, c'est le fait que en fait, je m'investis dans cette zone. Et une fois que je la passe et que j'avance et que, je sais plus, genre tu joues pendant une demi-heure des petites courses-poursuites comme ça et bam, tu retombes dans une autre zone ouverte, et ben là, tu sais, il y a ce petit sentiment de « Oh putain, faut que j'y retourne. Faut que je retourne à fouiller un peu tout. » Et j'ai eu un peu ce sentiment-là, du coup, au moment où tu arrives dans la grotte où il y a une sorte de bâtisse en hauteur, là. Oui. C'est la deuxième zone un peu où tu peux explorer, et puis après il y a la troisième quand tu arrives dans la ville qui fait vraiment penser à Tokyo en mode cyberpunk. Et du coup c'est vrai qu'il y a ce petit truc, c'est là où je pense qu'il pourrait travailler s'il faisait une suite par exemple, au niveau du rythme du jeu, parce que alors moi je sais pas si tu as eu, toi comme moi j'ai beaucoup plus joué en bloc le jeu, je crois que je l'ai fait en 2 ou 3 fois je crois. Ouais. Toi il me semble que tu as fait des petites sessions. Oui c'est ça. T'as peut-être pas eu ce sentiment toi. Ouais. Non, j'ai fait en plusieurs partie, puis en plus des fois vu que c'était ma fille qui jouait, t'as moins cette lassitude, j'ai envie de dire, parce que c'est elle qui jouait, et on fait chacun notre tour. Mais il y a même une fois où du coup j'ai attendu qu'elle aille se coucher pour jouer tout seul.
pour explorer des trucs qu'elle n'avait pas explorés. Et je me suis dit, bah, tiens, je vais aller voir par-ci, par-là. Oui, d'accord. Mais j'ai eu un petit doute quand je suis arrivé à la tour. Parce que quand même, comme tu dis, hein, t'as cet investissement où tu parles à tous les robots. Et j'ai senti qu'au bout d'un moment, ma fille en avait marre. De parler à tous les robots, à chacun. Parce que moi, bah, du coup, je voulais parler à tous, vraiment à tous. Même si certains, t'en avais pas forcément l'utilité, c'était pas indispensable. C'est quand même intéressant. Parce que... Bah pour le lore, quoi. Pour ouais, voilà. Puis à un moment, t'as un robot bah, qui fait du... Limite, on aurait dit un robot Hipman. Parce qu'il, je sais pas si tu te rappelles, bah, dans le premier village où il fait du bois. Enfin, il joue avec le bâton de bois. Là. Oui, bien sûr. Et du coup, ça fait partie du truc. Donc je me suis dit, ça se trouve, ça va la lasser. Je vais essayer de visiter pendant qu'elle sera au dodo. Et parce que bah, comme elle est plus jeune, forcément, elle kiffe le gameplay. Et c'est vrai que bah, comme tu disais tout à l'heure, où ça la pousse à lire, bah, faut pas que ça soit trop long à lire parce qu'au bout d'un moment, ça l'ennuie, quoi. En fait, c'est normal, elle est petite. Hein. Oui, parce que moi, surtout qu'à l'époque, moi, je me rappelle bien que quand je jouais, enfin du moins à son âge, quand je jouais au jeu, je ne lisais pas. Je ne lisais pas, c'est clair. Je jouais à Mario, mais Mario, tu lis pas beaucoup Mario. T'as pas besoin de lire. Mais même des jeux où tu avais plus de lecture, bah, je me rappelle que je passais les dialogues. Hein. Je me rappelle, c'était. Ouais, moi aussi, je passais les cinématiques. Ouais, c'est ça, voilà. C'est des starts. Ouais. Passer la cinématique. Non, mais je m'en fous de l'histoire. Je veux juste jouer. Ça. Moi, c'était par exemple dans GTA San Andreas. Moi, c'était tellement ça. GTA San Andreas, quand j'étais gamin, moi, je mettais 10 full, donc j'écoutais même pas le jeu. Hein. Je mettais 10 full à la radio. Je jouais à San Andreas et puis je passais quelques missions pour avoir accès à telle ou telle arme, tu vois. Et puis après je jouais comme ça, mais je m'en foutais. L'histoire de San Andreas, je l'ai connue que plus tard en fait, tu vois. Je l'ai même à l'époque de sa sortie, mais je kiffais. Ça peut paraître comme un blasphème, tu sais, pour ceux qui surkiffent le jeu. Et puis même aujourd'hui. Quelqu'un qui me dit « Ah bah je joue à The Last of Us en écoutant 10 full à la radio. » Je fais quoi? Mais non. C'est pas possible. Mais voilà, après, quand chacun, on a nos périodes, on est des plus jeunes aussi, tu vois. Et puis même au pire, même s'il y a des gens qui le font même actuellement, bah après, chacun sa façon de consommer le jeu vidéo. Il y en a... Ils vont jouer juste pour le gameplay, tu vois, ils s'en foutent de l'histoire. C'est ça. Puis oui, il y a plein de jeux sans histoire d'ailleurs. Genre, on pense aux jeux de foot, aux jeux de combat. T'as pas spécialement d'histoire, tu joues juste pour le plaisir. Parce que oui, j'ai San Andreas qui me vient en tête, mais oui, moi, à l'époque, c'était surtout des PES, trucs comme ça, la radio à fond, puis je jouais comme ça. Quand même. Parce que moi, je faisais pareil, mais je pensais avec Turok, où t'avais une histoire et... Oui, non, tu voulais juste shooter je voulais juste chasser le dinosaure. C'était le dinosaure que je voulais voir. Ouais, mais c'est ça, je pense que quand t'es gamin, de toute façon, c'est un peu ça. Moi, c'est un peu Pokémon, toi, finalement, qui m'a mis dans le truc de lire. Parce que Pokémon, t'étais obligé donc de lire, c'était sur la Game Boy et tout. Mm-hmm. Et en plus, bah, si tu voulais apprendre à te battre et tout avec tes Pokémon, t'étais obligé quand même de lire les attaques, de comprendre les effets des attaques. Même si c'est plus tard que j'ai compris certains mécanismes de Pokémon que je comprenais pas quand j'étais petit, tu vois. Okay. Quand j'étais petit, moi, c'était vraiment... soit j'attaque, soit j'endors, soit truc comme ça. Ouais. Le plus grand, après j'ai compris des effets un peu plus précis de certaines attaques. Parce que pour moi, il y avait des attaques qui servaient complètement à rien. Sauf que je comprenais pas, tu vois, quand j'étais gamin. Alors que maintenant, il y a un côté stratégique que je comprends mieux, tu vois. Mais bref, mais c'est quand même Pokémon, je pense, qui m'a fait lire quand j'étais plus jeune. Tu vois, je sais plus quel âge j'avais, mais j'étais jeune quand même. Hein. Ouais. Mais voilà. C'est pour ça que je pense qu'il y a un juste milieu. Et là, pour le coup, Stray, bah... Je me suis dit, au pire, j'avance un petit peu s'il n'y avait pas... Quand on arrivait du coup dans cette tour centrale et qu'il fallait commencer à parler avec les robots... Parce que toi, toi en plus, faut pas que tu te pourrisses l'expérience. Tu sais, tu joues, mais tu sens que ta fille à côté, bon, elle s'ennuie, elle a envie qu'on avance. Et du coup, toi, tu sais, tu te presses pour faire les trucs, donc tu passes un peu à côté de l'expérience. Ça aurait été dommage. C'est ce que j'avais peur. Qu'elle accélère en fait certaines situations, qu'elle n'explore pas du coup, et que du coup, je rate justement... ce qui ne s'est pas passé pour le coup. Ouais. Et puis Stray pour le coup, je sais même plus s'il y a une difficulté ou pas, mais je crois pas. Non, je sais plus. Il me semble pas. Après, par contre, lors des courses poursuites, elle me passait la manette. Là, c'était. D'accord. À stresser quand il y avait des courses poursuites. Mais... Parce que dans un jeu un peu sur le même format, c'est Kena que tu as parlé tout à l'heure, où là, je pense, toi tu l'avais fait avec ta fille aussi Kena, parce qu'il y a un côté très Pixar. Qui forcément peut attirer les enfants, sauf que tu avais fait du coup en mode facile. Et selon moi, enfin c'était même sûr, c'est le jour où tu auras une PS5, je pense que Kena, il va falloir que tu te le refasses, mais tout seul.
et que tu le fasses en mode normal. Normal. Parce que un des intérêts de Kena, c'est vraiment sa difficulté. Et en mode normal, vraiment, limite, on est au niveau d'Elden Ring, niveau difficulté. Même limite, il y a des boss de Kena qui sont plus durs que la majorité des boss d'Elden Ring, tu vois. Mais moi, j'ai adoré. Parce que je trouvais que le rythme était génial. Et du coup, toi qui l'as fait en mode facile, où t'as galéré sur aucun boss ni rien, bah, t'étais passé quand même sur une partie de l'expérience, je trouve, où je pense vraiment qu'il faudra que tu te le refasses. De toute façon, là, t'as laissé passer les mois, voire les années avant d'avoir la PS5. Donc, tu vas pouvoir te le refaire par plaisir. Et je pense que vraiment, tu vas kiffer à ce niveau-là. Là où Stray, globalement... oui. Y a pas à part si ta fille s'ennuie et que t'accélères le rythme, je pense que niveau difficulté et tout, ça va, c'est un jeu qui est relativement tranquille quand même. Oui, tout à fait, ouais. Oui, il est pas ultra difficile. Non, du tout. Juste cette évolution de gameplay. Mais c'était intéressant. C'était intéressant parce que ta fille, du coup, elle a réussi quand même quand il fallait chercher des personnages, fallait se rappeler de tel personnage et à tel endroit, etc. Elle a réussi quand même à bien... Ça allait. Bah, des fois, je l'aiguillais. Mais dans l'ensemble, ça allait, ouais. Parce que du coup, elle s'est impliquée à lire. Et c'est... Ok. Et c'est ça que j'ai apprécié par rapport à moi, à son âge, bah voilà. Donc là, j'ai trouvé ça cool. Ce qui fait que du coup, certains énigmes, si on peut appeler ça des énigmes, bah, elle arrivait à les résoudre, quoi. Donc, ouais, et puis moi, du coup, c'est vrai, moi, là où, tout à l'heure, je faisais une petite critique en disant que dès que j'arrivais dans une zone un peu open world, j'avais ce sentiment, un peu de flemme de m'investir, putain, faut que j'y retourne à tout refouiller, etc. J'avais ce sentiment-là, mais par contre, une fois que tu t'y remets et que tu commences à explorer la zone et que tu rencontres les personnages, tu comprends les contextes, tu comprends les petites histoires, là, c'est un plaisir. Moi, j'adore ce genre de jeu où au début t'arrives, t'es totalement paumé, t'es dans un univers, ça te paraît immense, ça bouge dans tous les sens, t'es paumé, et ce sentiment d'apprendre petit à petit, puis après en fait t'es dans une zone que limite tu connais par cœur, et c'est un peu ce que j'en avais parlé pour Elden Ring. Elden Ring, c'était ça qui est tellement jouissif, c'est que t'arrives dans un château immense, c'est trop grand, c'est trop... Mais à force de jouer, tellement t'y vas en plus tranquillement et tout, tu cartographies toute la zone. Et après, le château, tu le connais comme ta poche, tu vois. Et là, j'ai retrouvé un peu ça dans Stray. Par les petites zones open world, où je prenais un plaisir après, une fois que je connaissais tous les personnages, que je connaissais toute l'histoire. Et ça, il y a vraiment ce bonheur. Et je m'étais dit, quand je jouais au jeu, pour pallier à ce sentiment de répétitivité, parce qu'il y a 3 zones et à chaque fois, t'as l'impression, bon, allez, on repart pour un tour. En fait, tout simplement, en faire une, mais plus grosse. Et j'imaginais en fait tout un open world construit comme ça, mais beaucoup plus grand, mais où tout se répond, tout est bien coordonné, tout ça, où petit à petit, tu le cartographies toi-même, mais une zone plus grosse finalement, mais qu'une seule. Au lieu d'en avoir 3 petites, peut-être une seule beaucoup plus grosse, ça aurait pu être kiffant, quoi, au niveau du rythme, quoi. Voilà. Après, c'est peut-être très personnel. Hein, mais... Oui, parce qu'après, du coup, moi... ça m'a fait peur en fait au niveau de la tour, mais je trouve qu'après vu que les autres mini-mondes évoluent dans le sens où le 3e en mode Tokyo, déjà visuellement je trouve que ça en jette, mais en plus t'as une nouveauté parce que t'as les drones sentinelles qui font que c'est comme s'il y avait une police, quoi. T'as une police des robots. Du coup tu vas plus loin en fait dans cette exploration parce que tu as des nouveautés, et en plus de ça, je trouve que ce qui est intéressant dans ce genre de jeu, c'est que en explorant les souvenirs, t'en apprends un petit peu plus sur l'univers. Du coup, quand tu retournes dans une nouvelle zone, t'as quand même envie de t'investir. Je pense que c'est le cas d'ailleurs pour Elden Ring aussi, c'est que t'as quand même envie de t'investir, même si ça peut être lassant, parce que tu vas refaire des trucs que tu as déjà fait, mais tu vas apprendre des nouvelles choses. Des nouvelles choses, pas au niveau du gameplay, mais au niveau de la narration. Oui, bien sûr. Et du coup, moi, l'histoire m'a tellement, au fur et à mesure, en fait, de la progression, le fait d'apprendre que du coup, en fait, les Urks, donc les ennemis qu'on rencontre, c'est une bactérie que les humains avaient créée pour s'occuper des déchets. Je fais ah ouais, d'accord, c'est intéressant. Qu'en fait t'as l'impression en fait d'être dans une déchetterie géante, et que du coup les robots ils ont commencé à avoir une intelligence artificielle telle que ils ressemblent à des humains parce qu'il n'y a plus aucun humain. Je fais c'est vraiment pas mal, quoi. C'est vraiment un monde post-apocalyptique suite à limite une catastrophe écologique. T'as l'impression.
Après, t'en sais pas trop plus, mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Voilà, je m'attendais pas du tout à moi non plus, l'histoire de ce genre. Vrai. Ça fait un peu fable Même que écologique. Finalement, le petit robot, du coup, ça soit un scientifique qui Ouais, Black Mirror. téléchargé son esprit. C'est Oui, Black c'est ça, Mirror. c'est Black Mirror. D'ailleurs, il faudra qu'on fasse une émission Black Mirror. Depuis Oui. le temps qu'on en parle. Je sais pas si. D'ailleurs, ils en sont où, Black Mirror? Là, c'est vrai que maintenant qu'on en parle, ça fait un moment qu'il n'y a pas une saison qui est sortie. Non, J'espère que c'est pas en pause. ouais, j'ai pas vu. J'ai vu qu'il y a une. Bon, je le dis, ça n'a aucun rapport. Mais j'ai vu que la saison 2 de Squid Game arrive. Voilà. Ok. Aucun rapport, D'accord. mais j'ai vu ça. Ça m'étonne même pas. Ça m'étonne même pas vu le succès que ça a eu. Mais ça t'es arrive obligé. sur Netflix. Et j'ai vu, d'ailleurs, l'acteur qui joue dans Squid Game, le principal, tu sais. Ouais. Il va jouer dans une nouvelle série Star Wars, apparemment. Ok. Qui va parler des. Alors, c'est une série qui va parler des sites en plus, donc ça peut être intéressant. Donc voilà, j'ai vu ça passer. À voir, ouais. Ouais. Et du coup, par contre, pour Black Mirror, pas de nouveauté. J'ai pas vu que de trucs. Mais du coup, ouais, faudrait qu'on fasse, parce qu'on avait dit qu'on ferait une émission sur Black Mirror, parce que c'est un. Oui. Il y a des oui. épisodes qui sont totalement fous. Enfin bref, on va pas Et en oui. parler en direct, mais. Ouais, mais ça. Oui, il y a clairement un épisode qui collerait parfaitement à ce C'est qui se clair. passe avec ce petit robot là. Qui est du coup un humain. C'est C'est aussi clair. Yves Choc. On est dans de la science-fiction. Mais du coup, toi. Parce que. Alors, moi, j'ai. En fait, j'ai l'impression que toute la zone qu'on a explorée avec le chat, donc, pour moi, c'était comme une décharge en fait. Une décharge où il y avait les Urk, donc cette bactérie là qui du coup a muté, qui était censée manger tous les déchets. Et sauf qu'au bout d'un moment, elle a muté, elle a mangé de son côté, et les robots défectueux qui étaient envoyés dans cette décharge ont commencé en fait à vivre comme des humains, à mettre des lumières comme les humains. C'est ce qu'on voit un peu dans les souvenirs. Et voilà, ils ont commencé à faire comme les humains, les graffitis comme les humains et tout. Et du coup, il y a eu une vie sous terre, mais à la base, c'était pas du tout le but, quoi. C'était juste une décharge et que sur Terre, il y Ouais, a c'est un plus peu rien. comme s'il y avait. Ouais. Comme s'il y a la théorie de l'évolution, mais qui s'applique même aux robots, tu vois. Ouais, c'est ça. Dans un, Finalement, ils recréent des choses. ouais, voilà, dans un écosystème, mais qui serait une décharge géante en fait. Mais du coup, en plus, moi, ce que j'aime bien dans ce genre de jeu, c'est que il y a toujours ce mystère de il y a quoi en dehors de cette zone. Mais trop. Et tu dis, donc tu crois comprendre que les humains sont tous morts, mais en même temps, il y a des petits chats, donc tu te dis qu'il y a quand même de la nature peut-être à l'extérieur, parce que le chat vient de l'extérieur aussi, donc est-ce que, et c'est frustrant à la fin quand le chat il part dans la nature et le jeu s'arrête. Tu te dis, mince, c'est là que t'as envie en fait Oui, de découvrir ce monde, parce que ça se trouve, ils se sont créés une propre réalité à l'intérieur de leur C'est ça. dôme, quoi. C'est ça. En Ça fait, on se a trouve, une, tout est une faux, interprétation ça se trouve, il y a- erronée de ce qui se passe, ouais. Ce serait fort, ça. Oui, s'il y avait une suite où en fait tu te rends compte que tout ce qu'on a cru dans ce jeu, finalement, c'était juste une réalité qui se sont créés dans leur dôme. C'est un peu c'est le truc de la grotte, là, c'est quoi, c'est Platon ou je sais plus quoi. Oui. Ou Oui, tout à fait. Comment ça s'appelle? Oui, C'est la théorie de la grotte, je sais pas, enfin tu vois. Ah, bah oui, le je mec, vois très il bien. est bloqué dans sa grotte et voilà. Il voit jamais finalement, est-ce qu'il veut en l'extérieur. sortir pour voir la réalité ou voilà. Donc Bah, alors qu'il peut comprendre, il peut se créer sa propre réalité à l'intérieur de sa grotte, en voyant même juste des ombres, tu vois. Il a l'impression de connaître ce qui se passe à l'extérieur, sauf que c'est en sortant que tu le découvres réellement. Après, je suis pas sûr qu'il y aura une suite directe. Il me semble que le studio est sur un autre projet. Après, ça peut venir comme le jeu a plutôt bien marché. Alors, j'ai pas vu le nombre de ventes, donc je sais pas combien d'exemplaires, mais bon, il a une bonne réputation. Oui. Je pense que Sony, ils ont été assez contents de la réception critique même du jeu. Donc je pense que ça pousse, mais c'est un peu comme pour Kena, hein. On conclut un peu la même chose. Kena, pour le moment, il n'y a pas de nouvelles, je sais pas. Moi, je rêverais qu'il fasse un jeu avec un peu plus de budget sur Kena, et pareil pour Stray, du coup. Ouais. Ah bah, ma fille, elle est restée sur sa faim. Là, quand elle voit le chat pas. Elle s'est dit, mais on voit même pas le chat retrouver ses amis et tout. Du coup, elle a trouvé ça très dommage qu'on ne voit pas l'extérieur. Mais bon, ça fait partie du mystère. Mais c'est vrai que du coup, moi, je pensais qu'avec toutes les cinématiques, on allait avoir un petit truc en plus. Parce que là, pour le coup, on pourrait très bien imaginer qu'il y a un monde, en fait, normal à l'extérieur de cette décharge.
Et que c'est les robots ils ont évolué, ils ont muté, ouais, voilà une forme de théorie de l'évolution dans un microcosme comme ça, mais qu'en fin de compte, même si les bactéries ont muté pour manger tous les déchets, bah, eux ils ont commencé à vivre, quoi. Mais du coup ça pose même la question, admettons il y aurait de la vie, il y aurait des humains en fait à l'extérieur, d'apprendre qu'il y ait des robots qui ont des émotions, qui sont dans cette décharge, et qui périssent parce qu'ils sont en train de mourir dans cette décharge, enfin jusqu'à ce que le chat ouvre la décharge, tu me diras. Mais c'est triste en fait, je trouve ça super triste de savoir qu'il y ait les robots. Ça me fait penser un peu au film, le vieux film avec AI, intelligence artificielle. Ah oui, ça remonte, c'est vrai que je me le refasse celui-là. Et ben ça me fait penser à ça. Les robots qui sont dans une décharge, mais ils ont une conscience en fait. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est vrai que ce film, il faudrait que je le revoie, je me rappelle plus du tout. C'est avec le petit qui jouait Anakin, je crois, non? Oui, c'est ça. Non, voilà. Ou le gars... Non, c'est... c'est ça. Si c'est lui, et qui faisait aussi Sixième Sens aussi. C'est le même gamin. Ah ouais, oui, voilà, c'est ça, oui. Moi, je crois qu'il jouait dans Sixième Sens aussi. C'est toujours le même, ouais. Et moi, c'est vrai que ce jeu, moi, j'ai noté pas mal d'inspi. Moi, l'esprit un peu avec cette muraille, etc., avec cet extérieur, avec la nature, tout ça, moi, ça m'a fait penser à des jeux c'est Fumeto Wada, je sais plus comment il s'appelle exactement. Ouais. C'est le mec qui a fait Shadow of the Colossus, The Last Guardian, etc. Ok. Je vais dire le nom, comme sinon ce serait pas... C'est Fumeta... je vais dire hop, The Last Guardian, attention... Fumito Ueda. Mais j'étais bon, je suis bon quand même. Ouais, tu l'avais. Moi, je trouve il y a une ambiance un peu qui m'a rappelé ce genre de jeu. Ça m'a beaucoup fait penser à Nier Automata. Ok. Tous ces robots, cette conscience, tout ça. Donc bon, Nier Automata, c'est bien plus ample et dantesque niveau narration et niveau lore, mais il y a des choses qui m'ont fait penser à ça. Je suis sûr qu'il y a eu de l'inspi à ce niveau-là, c'est clair et net. Et donc voilà, c'est deux trucs qui m'ont sauté aux yeux, deux jeux qui m'ont sauté aux yeux en jouant à Stray. Ouais. Et puis on va dire peut-être du cyberpunk, truc comme ça, avec le côté oui, bien sûr, tout ça. Quoi. Ouais, puis l'idée des bactéries. En plus, ça, c'est une idée qui a déjà été développée. Ça sort pas de nulle part en fait. L'idée d'un champignon, je crois que ce serait un champignon qui dévore en fait les déchets pour trouver une solution en fait aux déchets dans le monde réel, parce que c'est un gros problème. Ok. Ouais. Et du coup, en fait, ils ont pris cette idée-là pour aller beaucoup plus loin. Parce qu'après, ça devient des gros bestiaux, les orques là, ils font la taille d'un chat, les machins. Donc ça a muté comme je sais pas quoi. Mais c'est parti d'une idée qui est en cours de conception, j'ai envie de dire. Donc j'ai trouvé ça plutôt intéressant, ça aussi. Parce que là, du coup... Si, ça rappelle aussi Wall-E. Ouais, c'est vrai. Ouais, tout à fait. Avec ces déchets aussi en plus, c'est la même chose. C'est vrai, avec des robots qui sont... c'est... Parce que là, du coup, c'est le fait que la décharge soit fermée qui faisait que le virus a muté. Parce qu'une fois que tout s'ouvre, bah les bactéries, toutes les bactéries meurent, enfin tous les œufs qui meurent. Ah ouais? Ouais. Je me rappelle plus de ça. D'accord, ok. Bah ils craignent la lumière du soleil. Donc oui, je te dis peut-être une connerie. Ils meurent pas tous, mais du fait que tout est ouvert. C'est les UV quoi. Ouais, voilà. Ils craignent les UV. Ils craignent les UV. Du coup, en gameplay, t'as une lampe à UV. Ouais. C'est ça, ouais. Donc il n'y en a pas à l'extérieur, je pense, de ces machins-là. Ils proliféraient que dans le noir. Donc après, les humains semblent vraiment morts, vu que le petit robot qui nous accompagne était un humain. Mais on ne sait pas vraiment comment ils sont morts, les humains. Je ne me rappelle pas de souvenirs particuliers qui évoquent le cataclysme qui font que les humains sont morts. Ça ne me dit rien. Donc bon. Ouais, ça reste assez mystérieux, ouais. Mais justement, ça... Ouais, faut pas tout dire si c'est qu'un premier épisode, tu vois, faut pas tout dire. Tout à fait, ouais. Tout à fait. Puis comme ça laisse des possibles interprétations. Donc voilà, moi l'histoire m'a, en plus du jeu, du coup qui m'a fortement attiré. Hein, et puis du coup t'as vraiment envie d'aller te balader en tant que chat, d'explorer. Et je trouve le point de vue est tellement différent que tu te sens comme une petite fouine. Puis moi j'adore, de toute façon, les jeux où t'es un peu petit. Ouais. Moi, quand j'étais plus jeune, je jouais pareil à Micro Machines. C'était un jeu de bagnole, genre à la Mario Kart, mais vu du dessus.
où les circuits, t'étais tout petit et les circuits, t'étais dans un jardin avec des abeilles, t'étais dans un établi de construction au milieu des scies, au milieu des trucs. Et je sais pas, j'adore, un peu comme quand on était gamin. Je sais pas si tu te rappelles de ce film Chérie, j'ai rétréci les gosses ou un truc comme ça. Tu t'en rappelles ? Oui, trop. Moi, je voulais que ça m'arrive. Je voulais que mon daron, il me rétrécisse. Et je me retrouve tout petit à me balader dans la baraque. C'était un peu mon truc Toy Story aussi, je pense. Toy Story m'a poussé là-dedans. Être tout petit dans un univers géant. Il y a un jeu de survie comme ça où t'es minuscule, là. Ouais, c'est une exclu Xbox. C'est une Xbox. Alors, je sais plus comment. Et je sais pas comment vieillit trop cette licence du coup, parce que quand il est sorti, c'était vraiment en phase de bêta, je crois. Et du coup, il a fait un peu de bruit quand il est sorti ce jeu, mais je sais pas comment il a évolué par la suite du coup. Ok. Voilà. Moi j'avais Xbox, donc je pourrais même pas vous dire. Mais... J'avais, moi à l'époque, mais sur Nintendo, je jouais un jeu où tu dirigeais une abeille. Et c'était géant, j'adorais parce que t'étais une petite abeille, justement dans le même principe quoi, d'être un insecte en fait, être un animal mais être un insecte aussi, du coup tu te retrouves tout petit. Mais il y avait le jeu un peu pourri que t'avais acheté avec ta fille. Oui, il y a celui-là aussi, malheureusement c'est trop dommage. C'est incarné une abeille aussi. Et on n'a jamais pu finir l'histoire à cause d'un bug. Oui, en plus oui. Et ouais. Donc on est un peu dégoûté, là pour le coup, que le jeu soit pas ouf. Certes, c'est dommage, mais là que le jeu soit tellement pas ouf qu'il bug à tel point qu'on peut pas finir l'histoire, là c'est un peu chaud quand même. Là ça craint. Là pour le coup, faut pas mettre le prix dedans. On parlait du prix des jeux, en plus il était à 40 balles. Oui, non, bien sûr. Ah oui, 40 balles. T'as l'impression que ça a été bâclé comme je sais pas quoi ce jeu. Je sais même plus le nom. Voilà, c'est un jeu d'abeilles sur PlayStation. Vous pouvez pas le rater, c'est le seul je crois. C'est pour ça que je l'ai pris, mais c'est vraiment trop dommage quoi. Achetez Stray plutôt. Prenez Stray, au moins c'est pas aussi petit qu'une abeille, mais au moins c'est quali comme jeu. Oui, et puis le jeu est sorti très bien fini à la fin. Ouais. Il n'y avait pas de bug, moi j'ai rien eu. Tout était nickel sur le jeu. Moi non plus. Puis magnifique, vraiment très beau visuellement. Sur PS5 en plus, du coup t'as le ray tracing, etc. Ouais, t'as les reflets naturels et tout. Enfin, c'est magnifique. C'est une des claques même visuelles que je me suis pris sur la PS5, c'est ce petit jeu indé quoi finalement, donc c'est là la puissance comme je disais tout à l'heure, hein. Si les indépendants se permettent maintenant de sortir des jeux aussi beaux visuellement, ça va changer beaucoup de choses, hein. Ouais, c'est beau. Voilà. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter sur ce petit jeu ou sur Edith Finch ou n'importe quoi sur leur prochain jeu? Leur prochain jeu, alors c'est encore une fois, c'est pas les mêmes développeurs, mais c'est le même éditeur, Annapurna Interactive, du coup. Oui, c'est vrai que je suis en train de regarder les trucs. C'est vrai qu'ils ont sorti aussi Outer Wild, que je t'avais parlé. Ah oui! C'était super intéressant sur la conquête. Mais tu y avais joué en plus. Oui, j'avais joué. Après, c'est un peu trop complexe pour jouer avec ta fille, pour le coup, celui-là. Ouais, on s'était craché, nous, dans Outer Wild. On avait réussi à décoller, quand même. Ouais. On avait réussi à décoller. C'est pas mal. Et c'était un jeu qui était... alors, je crois, en plus, c'était un projet étudiant à la base, ce jeu. Qui ensuite a été édité par cet éditeur, justement. Mais c'était un projet étudiant et ils ont poussé le concept. Allez le découvrir, c'est un jeu totalement atypique. C'est un chef-d'œuvre pour beaucoup. Moi, j'avoue que j'ai adoré, mais... peut-être qu'il fallait me prendre un peu plus par la main parce qu'à des moments j'étais tellement paumé sur où aller que tu sais ça te frustre et t'es en train de tourner en rond. Enfin, oui, c'est peut-être qu'il m'a gâché un peu l'expérience, mais pour le concept tellement original, c'est quasiment un immanquable. Mais aussi, du coup, ils ont publié il y a pas très longtemps une bande-annonce de leur prochain jeu qui s'appellera The Lost Wild. Alors ça va être très intéressant parce qu'a priori, du coup, ça va être un jeu donc avec des dinosaures. Mais c'est tout. Moi, ils ont fait tout pour ma fille. Ça, je pense que c'est. Oui, c'est clair. Je pense que c'est même elle qui participe au. Mais moi, de toute façon, c'est un truc que je me demande. Pourquoi les dinosaures sont si peu utilisés dans le monde du jeu vidéo. Enfin, moi, je pense que tu fais un open world. Ubisoft, là, au lieu de faire des Assassin's Creed tous les ans, là, avec toujours la même recette, faites un open world et il y a des putains de dinosaures, quoi. Ça me paraît tellement logique. Alors j'imagine c'est peut-être il y a Horizon qui l'a fait avec des dinosaures robots. Je pense que c'est ça le principal problème, c'est peut-être que niveau intelligence artificielle etc, de faire des animaux je sais pas, mais si ils peuvent le faire, je pense. Si ils peuvent le faire parce que
Après, t'en Non, as je en sais fait pas le pourquoi, problème. c'est- T'en as, mais ça vole jamais très haut. Parce qu'il y a Oui, Ark. il y avait Ark. Ouais, Ouais, voilà. mais voilà, mais c'est un Mais vrai après- jeu de survie, mais voilà. T'as jamais, ouais, si, il y a un Faut prochain pas y jeu, aller le pour dinosaure. les dinos, quoi. C'est ça, ouais, où c'est t'as des dinosaures qui tombent du ciel. C'est jamais, Oui, en fait, oui. c'est jamais un jeu de c'est dinosaures le délire. normal. J'ai envie de dire, pas normal, mais. Non, Ouais, mais rien qu'un open world, c'est vrai que. c'est ça. Un open world. Juste C'est un open world avec gros budget, avec. Ouais, moi je trouverais ça vraiment cool. C'est vrai que c'est bizarre, peut-être que ça va venir. Hein. Des fois, tu sais, il y a des modes, il y a des vagues. Là, par exemple, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de jeux qui arrivent, qui vont se passer dans l'espace. Il y a Callisto Protocol qui arrive en fin d'année. Il y a le remake de Dead Space. Et il y a eu pas mal de bandes annonces avec plein d'autres jeux. J'ai plus les noms en tête. Des jeux un peu horrifiques dans l'espace. J'ai l'impression qu'on va s'en taper pendant 1 an, je sais pas combien. Même s'il y en a qui ont l'air vraiment cool. Mais voilà. Des jeux avec des dinosaures. Et du coup, là, donc The Lost Wild, ce qui va être intéressant, c'est que c'est un jeu basé sur la survie. Donc, moi, direct, quand j'ai regardé la bande-annonce, ça m'a rappelé The Forest, le gameplay. Oui, C'est avec tout à ton petit briquet, avec tes petites armes. Puis T'as une graphiquement, petite hache, t'as pas. ça a l'air d'être Ouais. quali. Graphiquement, Oui, graphiquement, ça a l'air d'être de ouf. fou. Mais là, ce qui va être très intéressant, c'est que généralement, ces jeux de survie, il y en a 10 000. Hein. Là, je parle de The Forest parce que c'est celui qu'on vous en a parlé sur la chaîne et qu'on a surkiffé. Mais après, surtout sur PC, des jeux de survie du genre, il y en a mais des centaines. Vraiment. Et plus ou moins bien. Il y en a des excellents, mais il y en a des vraiment très pourris. Hein. Et du coup, là, ce que je trouve intéressant, c'est que ça va pas être un jeu de survie. Ça va être une aventure narrative qui va durer un peu comme Stray, entre 6 et 8 heures. Mais c'est du narratif, sauf que le gameplay s'inspire des jeux de survie. Du coup, tu sais, de crafter ces trucs, etc., d'aller explorer. Et du coup, ben moi, Ouais, ça peut être génial. Pas mort. Ouais, ça peut être C'est génial. un vrai jeu un peu horrifique de dino. S'il y a une bonne mise en scène, si c'est bien narratif, et si en plus le gameplay, on n'est pas dans un open world, mais c'est de la survie où il faut se crafter ces trucs et tout. Ouh, Ouais, ça- c'est un ça petit peu peut comme beaucoup me plaire, la ça. Stray, c'est des mini open world. À chaque fois, il faut essayer d'échapper à un dinosaure. T'imagines que. Bah là, on sait même pas si ça va être des open world, hein, mais je sais pas ce que Non, ça va être. Mais... Ouais, des mini-zones, tu sais, juste des mini-zones pour. Ouais, je suis curieux de voir. Mhm. Et c'est pour ça, moi, je suis vraiment hypé par cette génération. Au-delà des gros AAA qui tâchent, ça va vraiment être ces expériences qui vont durer 6-8 heures, mais on aura une proposition qui change un peu de l'habitude. Voilà, moi, je me frotte les mains à l'avance de cette nouvelle génération de consoles qui arrive. Enfin, qui est déjà là, du coup, mais qui a du mal à démarrer. Mais quand elle va démarrer, à mon avis, ça va faire mal. Voilà. Ça va faire mal. Bah, Sur ce, est-ce que tu aurais quelque chose d'autre à rajouter ? Bah, c'est tout. Non, je regardais mes petites C'est notes. J'en avais pas mis beaucoup. Mais je pense avoir fait le tour. Voilà. Eh ben moi aussi, et on va mettre un terme à cette émission, parce que quand on vous disait que c'était une émission maudite, Mais je crois que c'est dingue. Alors je vais essayer de cutter au montage, etc., mais ça fait que couper. Insupportable comme émission. c'est l'émission maudite, voilà. Donc j'espère qu'au niveau rythme, ça c'est pas trop ressenti ou quoi, mais voilà, la qualité, parce que vous savez qu'on enregistre à distance. Et là où Ivo, je sais pas, il y a une tempête chez toi, j'en sais rien, mais Et pourtant, il n'y a rien. C'est on le a pire. très mal capté toute la soirée. Là, D'habitude, je il te pleut entends et tout. couper. Ouais, d'habitude, Donc bref, il pleut et tout. je vais couper l'émission tout seul. Je sais pas si Wivo dit des choses en même temps, je ne l'entends plus. C'est horrible. Mais voilà, si vous kiffez, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, des 5 étoiles, tout ça, vous avez l'habitude. Et puis voilà, on se retrouve dans 15 jours. Cette fois-ci, on sera là. Et ça sera l'avant-dernière émission avant l'Aurore Show. Donc, oui, celui-là, normalement, l'Aurore Show, il n'y aura pas de problème. On va voir, mais, L'Aurore Show. Ah tiens, je l'entends en train de chanter, je crois. J'ai l'impression que t'es très loin dans une tempête. L'Aurore Show. L'Aurore Show. Malgré le vent et tout. Bon, je t'entends chantonner. Je crois que t'es content de l'Aurore Show. Allez, sur ce, bonne soirée, bonne journée à tout le monde. Hasta luego. Allez, salut.